Chaque matin, Rex, le berger allemand à la retraite, un ancien chien du GIGN, disparaissait dans la forêt et revenait avec une étrange pierre noire. Son maître, un ancien fusilier marin au regard las nommé Jean-Pierre Dubois, tenta d'ignorer ce rituel jusqu'à ce qu'il réalise que le chien ne jouait pas. Rex s'asseyait, immobile, fixant la roche avec une intensité terrifiante. C'était une alerte passive, le signal désignant un explosif actif. Mais il n'y avait pas de bombe dans ces montagnes du Massif central. Quand Jean-Pierre suivit enfin son chien dans les bois sombres, il ne trouva pas une arme. Il trouva un secret calciné qui attendait depuis un demi-siècle d'être déterré, et un squelette étreignant un trésor à la fois magnifique et horrifiant. Ce qui repose sous la crête des loups noirs vous brisera le cœur. Veuillez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. La tempête s'était enfin épuisée après 3 jours et 3 nuits de fureur implacable, laissant la vallée des loups noirs dans un silence glacial et dégoulinant. Derrière la fenêtre de la maison de campagne, le monde était une palette de gris et de brun sourd. Les sapins, lourds d'humidité, courbaient leurs branches vers un sol caché sous un épais tapis de feuilles mouillées en décomposition. Jean-Pierre Dubois se tenait à la fenêtre de sa cuisine, les 2 mains agrippées à une tasse en céramique de café noir, cherchant la moindre chaleur que la porcelaine pouvait transférer à ses doigts raidis. À 62 ans, Jean-Pierre avait découvert que son corps était devenu un instrument précis pour prédire la météo. Le système de basse pression qui avait battu le Massif central tout le week-end s'était installé profondément dans son genou gauche, celui qui avait reçu des éclats d'obus des décennies plus tôt lors d'une attaque au mortier. Il lançait une douleur sourde et rythmique qui se synchronisait parfaitement avec le goutte à goutte de l'avant-toit. Il prit une lente gorgée du café amer et soupira, sa buée embuant la vitre froide. Son reflet le dévisageait, un homme grand, à la charpente mince mais qui conservait encore la force nerveuse d'un ancien fusilier marin. Ses cheveux bruns commençaient à être longs, bouclant légèrement sur les tempes argentées, et sa barbe était devenue plus épaisse que d'habitude, un bouclier robuste contre l'hiver approchant. Il portait sa chemise de flanelle à carreaux rouges et bleu marine préférée, déboutonnée sur un t-shirt gris, le tissu doux et usé par des années d'utilisation. Mais Jean-Pierre ne pensait ni à son genou endolori ni à l'état de sa barbe. Ses yeux étaient fixés sur la lisière de la forêt dense qui bordait sa propriété. Il guettait Rex. Rex était un berger allemand de 11 ans, avec une robe d'un mélange saisissant de gris loup et de blanc. Comme son maître, Rex portait les cicatrices du service. C'était un chien à la retraite du GIGN, spécialiste de la détection d'explosifs, qui avait passé ses meilleures années à renifler des engins explosifs improvisés dans la poussière et la chaleur de déserts lointains. Et comme Jean-Pierre, Rex payait le prix de ces années. L'arthrite avait atteint les hanches du chien, lui donnant une démarche raide et roulante, et son ouïe avait considérablement diminué au cours de la dernière année. Habituellement, par un matin aussi froid et humide, Rex serait étendu devant le poêle à bois, gémissant de contentement tandis que la chaleur pénétrait ses vieux os. Mais depuis que la tempête avait provoqué le glissement de terrain sur la crête, le chien avait changé. Un mouvement à la lisière des arbres attira l'œil de Jean-Pierre. Rex émergea de l'ombre des pins. Il ne trottait pas avec l'allure joyeuse et décontractée d'un animal de compagnie revenant d'une promenade matinale. Il se déplaçait avec une lenteur tactique et délibérée. Sa tête était basse, ses oreilles pivotaient vers l'avant, et son corps était tendu. Jean-Pierre posa sa tasse sur le comptoir et se dirigea vers la porte arrière. Il l'ouvrit, laissant une rafale d'air glacial de montagne s'engouffrer dans la cuisine chaude. « Allez, rentre, mon grand » appela Jean-Pierre, sa voix rauque par manque d'usage. Il gèle dehors. Rex ne bondit pas sur les marches. Il monta les escaliers en bois un par un, ses mouvements lourds. Lorsqu'il atteignit le seuil, il ne poussa pas la main de Jean-Pierre pour une caresse derrière les oreilles. Au lieu de cela, il passa devant Jean-Pierre, se dirigea vers le centre de la cuisine et s'arrêta. Jean-Pierre ferma la porte et se retourna. « Qu'est-ce qui te prend ce matin ?» Rex se tourna pour lui faire face. Le chien s'assit lentement, ménageant sa hanche droite. Il s'assit parfaitement droit, le poitrail bombé, les pattes avant alignées avec une précision militaire. Il leva les yeux vers Jean-Pierre, ses prunelles ambrées intenses et fixes. C'est alors que Jean-Pierre vit ce que le chien tenait, serré doucement entre ses mâchoires. C'était une pierre. Elle était noire, de la taille d'un gros pamplemousse, et couverte de terre humide. Rex baissa la tête et ouvrit la gueule, laissant l'objet tomber sur le linoléum avec un son lourd et sourd. Il ne rebondit ni ne roula, il atterrit avec le poids solide de quelque chose de dense. Jean-Pierre fronça les sourcils. Encore ces pierres.
C'était la 6e fois en 3 jours. Depuis que la pluie avait cessé, Rex était obsédé par le sentier menant à la crête des loups noirs. Il disparaissait pendant 1 heure et revenait avec une pierre sale et laide, la présentant à Jean-Pierre avec une gravité presque comique. Jean-Pierre secoua la tête, attrapant une serviette qu'il gardait suspendue près du poêle. Il s'agenouilla, son genou protestant contre le mouvement avec une pointe de douleur aiguë. « Tu perds la tête, mon vieux », murmura Jean-Pierre, son ton affectueux. « On est à la retraite, tu te souviens ? On n'a pas besoin de ramener le travail à la maison. » Il tendit la main pour ramasser l'objet, avec l'intention de le jeter dans la poubelle où les autres avaient fini. Mais alors que sa main se refermait sur la pierre, il s'arrêta. Elle était inhabituellement lourde, plus lourde que le granit ou le basalte. La surface était rugueuse et piquetée, comme de la roche volcanique, mais il y avait des zones qui semblaient anormalement lisses comme du verre ou du plastique fondu. Et puis il y avait l'odeur. Alors que Jean-Pierre approchait l'objet pour essuyer la boue, une faible odeur âcre lui monta aux narines. C'était l'odeur de la cendre humide, ancienne et froide. Mais en dessous, il y avait quelque chose de plus vif, du soufre, l'odeur métallique inimitable de quelque chose qui avait brûlé, intensément et rapidement. Un frisson parcourut l'échine de Jean-Pierre, sans rapport avec le froid de la pièce. Il regarda Rex. Le chien n'avait pas bougé. Il restait dans cette position assise, rigide et droite. Il fixait la pierre, puis Jean-Pierre, puis de nouveau la pierre. Il laissa échapper un son bas et aigu de sa gorge, un son de frustration urgente. Jean-Pierre se figea. Il connaissait cette posture. Il l'avait vue 1000 fois dans des vidéos d'entraînement et sur le terrain. C'était l'alerte passive. Dans le monde des chiens de détection, une alerte passive était la façon dont un chien signalait la présence d'une odeur cible, généralement des explosifs, sans toucher ou déranger l'engin. Ils s'asseyaient ou se couchaient et fixaient la source, immobilisant leur position jusqu'à ce que leur maître prenne le contrôle. Rex lui disait que cette pierre était une bombe. Jean-Pierre laissa échapper un rire bref et sec, bien qu'il n'y eût aucune once d'humour. Il se releva, grimaçant alors que son genou craquait. « C'est une pierre, Rex, » dit Jean-Pierre, sa voix essayant d'être ferme. « Il n'y a pas d'engins explosifs improvisés dans le massif central. Tu es confus, mon grand. C'est juste l'odeur de l'orage. Peut-être que la foudre a frappé un arbre là-haut. » Il se dirigea vers la porte arrière, la lourde pierre noire à la main. « Je vais jeter ça et ensuite je vais te préparer ton petit déjeuner. » Alors que Jean-Pierre tendait la main vers la poignée, une masse floue de gris et de blanc lui coupa le chemin. Rex se déplaça avec une vitesse qui aurait dû être impossible pour ses hanches arthritiques. Il se planta fermement entre Jean-Pierre et la porte, bloquant la sortie. « Rex, bouge », ordonna Jean-Pierre. Le chien ne broncha pas. Il leva les yeux vers Jean-Pierre et laissa échapper un son sec et exigeant, une seule vocalisation qui ressemblait plus à un ordre qu'à un aboiement. C'était un son que Jean-Pierre n'avait pas entendu depuis des années. C'était le son d'un chien de travail corrigeant un maître qui passait à côté de l'évidence. Jean-Pierre baissa les yeux vers l'animal. Le voile qui filmait parfois les yeux de Rex le soir avait disparu. Son regard était clair, vif et totalement concentré. Il n'y avait aucune confusion dans ce regard. Il n'y avait que le devoir. Il croit que c'est réel, réalisa Jean-Pierre avec une soudaine pointe de tristesse. Il pense qu'on est de retour dans le sable. Il pense qu'il est en train de me sauver la vie. Jean-Pierre regarda de nouveau la masse noire dans sa main. Il frotta son pouce sur une tache lisse et vitreuse de la pierre. L'odeur de soufre semblait s'intensifier dans la chaleur de la cuisine. Cela lui rappela des souvenirs que Jean-Pierre s'efforçait de garder sous clé, l'odeur de la cordite, la chaleur du diesel en feu, le tremblement de la terre. Il ne pouvait pas la jeter. Pas quand Rex le regardait comme ça. La jeter serait dire au chien que son jugement était erroné, que sa raison d'être avait disparu. Cela briserait le cœur du vieux chien. Jean-Pierre soupira, une longue expiration qui semblait porter tout le poids du matin. Il retourna à la table de la cuisine et posa la pierre sur un set de table. « D'accord, » dit doucement Jean-Pierre. « D'accord, soldat. Je t'ai entendu. » Rex se détendit immédiatement. La tension quitta ses épaules et il haleta doucement, sa queue frappant timidement les lames du plancher. Il s'approcha de la table et s'assit à côté, gardant sa découverte. Jean-Pierre regarda la pierre, puis par la fenêtre vers l'ombre menaçante de la crête des loups noirs. La tempête avait provoqué un glissement de terrain là-haut.
C'était là que Rex allait. Si le chien trouvait des choses qui sentaient les explosifs, le feu et le soufre, alors quelque chose avait été déterré. Peut-être que c'était juste une activité géologique naturelle, peut-être une vieille veine de charbon qui avait été exposée. Mais Rex n'avait jamais alerté sur du charbon auparavant. Jean-Pierre passa une main dans ses cheveux grisonnants. Il regarda son fauteuil confortable près du feu, puis le visage impatient et attentif de son chien. Il savait ce qu'il devait faire. Il ne pouvait pas laisser tomber son partenaire. « Attends ici, » dit Jean-Pierre. Il se rendit au porte-manteau dans le couloir. Il décrocha sa vieille veste en cuir marron, le cuir craquelé et assoupli par des années d'usure. Il l'enfila par-dessus sa chemise de flanelle à carreaux déboutonnés, laissant la fermeture éclair de la veste ouverte pour accommoder les couches. Il s'assit sur le banc et enfila ses solides bottes de travail, les laçant fermement avec une efficacité coutumière. Quand il revint dans la cuisine, Rex était déjà debout près de la porte, les oreilles dressées, tout son corps vibrant d'anticipation. La boiterie semblait avoir disparu, remplacée par l'adrénaline d'une mission. Jean-Pierre ramassa la pierre noire et la plaça soigneusement dans la poche profonde de sa veste. « Montre-moi, » dit Jean-Pierre. Rex laissa échapper un léger gémissement d'approbation et poussa la poignée de la porte avec son museau. Alors qu'il sortait dans le froid mordant du matin, le chien n'hésita pas. Il tourna son museau dans le vent, trouva le ruban invisible d'odeur que lui seul pouvait percevoir, et commença à montrer le chemin vers les bois sombres et silencieux. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas juste un vieil homme et son vieux chien en promenade. Ils étaient de nouveau une équipe. Et alors qu'il disparaissait à la lisière des arbres, Jean-Pierre Dubois eut le sentiment tenace que la guerre qu'il pensait avoir laissée derrière lui venait de trouver un moyen de le suivre jusqu'à la maison. La première incursion dans les bois avait été brève. Le vent s'était levé, transformant le froid mordant en une agression physique, et le mauvais genou de Jean-Pierre s'était bloqué à quelques centaines de mètres seulement de la lisière des arbres. Plus important encore, l'enchevêtrement dense de branches tombées laissées par la tempête avait rendu le sentier habituel impraticable sans outils appropriés. Ils avaient été contraints de se replier dans la chaleur de la maison. Mais la mission était loin d'être abandonnée, elle avait simplement été reportée. Maintenant, de retour dans la cuisine, l'objet noir reposait dans le bac en acier inoxydable de l'évier. Jean-Pierre fit couler le robinet jusqu'à ce que l'eau fume, la regardant cascader sur la masse sombre et sinistre. Il prit une brosse à poils durs, habituellement réservée au nettoyage des pommes de terre, et commença à travailler la surface de la pierre. Rex était couché près de la porte, le menton posé sur ses pattes avant. Il ne dormait pas. Ses yeux ambrés suivaient chaque mouvement de Jean-Pierre, ses oreilles tressaillant au son de la brosse grattant contre la roche. Le chien restait en état d'alerte élevé, son corps tendu même au repos. Alors que Jean-Pierre frottait, l'eau devenant d'un gris trouble de cendres et de terre, la véritable nature de l'objet commença à se révéler. Ce n'était pas une seule pierre solide. C'était un conglomérat, une fusion chaotique de boue, de bois calciné et de quelque chose d'autre. L'eau chaude dissolvait la couche extérieure de saleté, et de grandes paillettes de croûte noire se détachaient. Jean-Pierre s'arrêta, fermant le robinet. Il souleva l'objet à la lumière qui filtrait par la fenêtre. Là, traversant le centre de la masse noircie comme une veine d'éclair gelé, se trouvait une fissure profonde et déchiquetée. Et à l'intérieur de cette fissure, quelque chose brillait. C'était un éclat de bleu, non pas le bleu pâle du ciel d'hiver, mais un indigo profond et riche, vibrant et saisissant contre la laideur environnante. On aurait dit un morceau de verre brisé, ou peut-être une gemme piégée dans une prison de scories fondues. Jean-Pierre sentit une étrange lourdeur s'installer dans son estomac. Ce n'était pas de la roche volcanique. C'était quelque chose qui avait été fabriqué, ou plutôt, défait. Il s'essuya les mains sur une serviette et regarda Rex. « On a besoin d'un deuxième avis, mon grand, » dit Jean-Pierre. Le vieux pick-up cliquetait et gémissait en naviguant sur la route défoncée menant au village. Rex était assis sur le siège passager, le nez pressé contre la vitre embuée, scrutant le paysage qui défilait. Il ne reposait pas sa tête ni ne fermait les yeux. Il était en patrouille. Ils s'arrêtèrent devant un long bâtiment bas en tôle ondulé à la périphérie de la vallée. Une enseigne au-dessus de la porte, délavée par des décennies de soleil et de neige, disait simplement « La forge de François ». Jean-Pierre sortit, l'air froid lui mordant le visage exposé. Il fit signe à Rex de rester. Le chien laissa échapper un léger gémissement mais resta dans la cabine, les yeux rivés sur Jean-Pierre alors qu'il se dirigeait vers les grandes portes ouvertes de la baie. À l'intérieur,
l'air était épais d'une odeur de poussière de charbon et de métal chaud. Le son rythmé d'un marteau frappant une enclume résonnait dans l'espace, un son que Jean-Pierre avait toujours trouvé étrangement apaisant. François Morel, un homme aussi large que haut, avec des bras qui semblaient sculptés dans du chêne, était occupé à façonner un morceau de fer chauffé au rouge. Il s'arrêta en voyant Jean-Pierre approcher, essuyant la suie de son front avec un chiffon. « Jean-Pierre Dubois !» gronda François, sa voix profonde et graveleuse. « Je ne t'ai pas vu par ici depuis que tu avais besoin de faire réparer cette charnière de ton portail. Qu'est-ce qui amène un ermite par ce temps ?» Jean-Pierre offrit un sourire bref et crispé. « J'ai trouvé quelque chose, François. Ou plutôt, Rex l'a trouvé. J'ai besoin de tes yeux. » Il sortit l'objet de la poche de sa veste et le posa sur l'établi, en prenant soin d'éviter les taches de graisse. François se pencha, ajustant les épaisses lunettes perchées sur son nez. Il tapota l'objet avec un doigt calleux, puis prit un petit pic en métal. Il gratta doucement la croûte noire, puis examina de plus près la veine bleue exposée par le nettoyage de Jean-Pierre. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda François, son ton perdant son côté jovial. « Près de la crête, là où il y a eu le glissement de terrain pendant l'orage. » François fredonna, un grondement sourd dans sa poitrine. Il transporta l'objet jusqu'à une puissante lampe attachée à une loupe. Il l'étudia longuement, le retournant encore et encore dans ses mains massives. « Ce n'est pas du minerai, Jean-Pierre, » dit enfin François. « Et ce n'est pas une géode. Qu'est-ce que c'est alors ? » C'est de la scorie. Mais pas celle d'une fonderie. François tapota la section lisse et vitreuse de la roche. Tu vois ça ? C'est de la silice fondue. Du verre. Et ça, là, ce morceau de métal tordu fusionné sur le côté, ça ressemble au reste d'une ferrure en laiton. Peut-être une poignée ou un boîtier. Il leva les yeux vers Jean-Pierre, son expression sérieuse. Pour faire fondre du laiton et le fusionner avec de la roche et du verre comme ça, il faut de la chaleur. Une chaleur extrême, une chaleur soutenue. Ça ne s'est pas produit dans un feu de camp. Ça ressemble aux suites d'un incendie de bâtiment. Un gros. Un qui a brûlé assez fort pour faire s'effondrer le toit et fondre les fondations. Jean-Pierre fixa la masse. Un incendie. François hocha la tête. Il n'y a pas eu d'incendie sur cette crête de mon vivant, Jean-Pierre. Pas depuis la fermeture des anciens camps de bûcherons. Mais ça a été enterré longtemps. L'oxydation sur le métal me dit que c'est dans le sol depuis des décennies. Jean-Pierre reprit l'objet. Son poids semblait différent maintenant. Ce n'était plus juste une pierre. C'était un morceau de ruine, la pierre tombale de quelque chose qui avait été détruit. « Merci, François, » dit Jean-Pierre, la voix basse. « Garde un œil sur ce chien, » cria François alors que Jean-Pierre se tournait pour partir. « Les bêtes sentent des choses que nous ne sentons pas. S'il a trouvé ça, il sait qu'il y en a plus. » Le trajet de retour à la maison fut silencieux. Le ciel s'était assombri, de lourds nuages gris s'accumulant pour remplacer la brève lumière du matin. Une fois à l'intérieur, Jean-Pierre remplit la gamelle en métal de Rex avec des croquettes sèches. Le son de la nourriture heurtant la gamelle suffisait habituellement à faire accourir le chien de n'importe quel coin de la propriété. Rex ne vint pas. Jean-Pierre entra dans le salon. Rex se tenait près de la porte arrière, regardant à travers la vitre. Sa posture était rigide, sa queue immobile. Il regardait vers la crête, caché maintenant derrière le voile du crépuscule approchant. « Rex, à table !» dit Jean-Pierre. L'oreille du chien pivota en arrière, accusant réception de la voix, mais il se retourna pas. Il laissa échapper un grognement bas et vibrant, non pas d'agression, mais d'une profonde anxiété gutturale. Jean-Pierre s'approcha et s'agenouilla à côté de lui. Il posa une main sur le flanc du chien. Le poil était hérissé, les muscles en dessous tendus comme des câbles d'acier. « Qu'est-ce que tu vois dehors » murmura Jean-Pierre. Rex tourna la tête, puis pressa son nez froid contre la joue de Jean-Pierre. Il poussa Jean-Pierre vers la porte, puis regarda de nouveau vers les bois. Le message était clair, nous perdons du temps. C'est toujours là-bas. Jean-Pierre regarda la gamelle de nourriture, intacte. En 11 ans de vie commune, Rex n'avait jamais manqué un repas. Même lorsqu'il avait reçu un éclat d'obus dans la pâte à Kandahar, il avait mangé son dîner. Ce refus était alarmant. Il témoignait d'une détresse qui surpassait l'instinct de survie le plus fondamental.
Jean-Pierre se releva. Il fit les 100 pas dans la petite cuisine, le silence de la maison devenant soudainement oppressant. Il regarda la pierre noire posée sur la table, l'éclat bleu se moquant de lui. Un incendie de bâtiment. Il y a des décennies. Sur une crête où personne ne vivait. Et Rex, un chien entraîné à trouver des explosifs, alertait dessus. Non pas parce que c'était une bombe, mais parce que le profil olfactif, le soufre, la combustion, la destruction étaient la chose la plus proche dans sa mémoire des horreurs de la guerre. Rex ne trouvait pas une pierre. Il trouvait une tragédie. Jean-Pierre arrêta de faire les 100 pas. Il regarda son reflet dans la fenêtre assombrie. Il vit un vieil homme se cachant du monde, pensant ses propres blessures pendant que le monde continuait de tourner. Il avait passé 5 ans à essayer de construire un mur entre lui et la douleur du passé. Mais son chien essayait de lui dire quelque chose. Son partenaire l'appelait à l'action. Si j'ignore ça, pensa Jean-Pierre, je n'ignore pas seulement une pierre. Je l'ignore, lui. Je lui dis que ses instincts, son entraînement, toute sa raison d'être n'ont plus d'importance. Il ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas laisser la lumière s'éteindre dans les yeux de Rex. Jean-Pierre se détourna de la fenêtre. Il descendit le couloir jusqu'au petit placard où il gardait son vieil équipement. Il tendit la main et sortit un lourd sac à dos en toile. Il sentait la poussière et l'huile de fusil. Il commença à faire son sac, non pas pour une promenade matinale, mais pour une expédition. Il empaqueta une trousse de premiers secours, une lourde lampe de poche, une corde enroulée, une pelle de tranchée et assez d'eau pour 2 jours. Il ajouta des rations supplémentaires pour Rex. Puis il se dirigea vers le porte-manteau. Il décrocha la lourde veste en cuir marron, celle qu'il avait portée plus tôt. Il glissa ses bras dans les manches froides, sentant le poids de la veste s'installer sur ses épaules comme une armure. Il la remonta à mi-hauteur, laissant de la place pour les couches de flanelle en dessous. Il se pencha et relia ses bottes, tirant les lacets jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés autour de ses chevilles. Il retourna dans la cuisine. Rex était toujours près de la porte, mais en voyant Jean-Pierre entrer, le chien se tourna, voyant la veste, voyant le sac à dos. Les oreilles de Rex se dressèrent, l'anxiété dans sa posture se transforma instantanément en concentration. Il laissa échapper un son bref et sec d'approbation. « Tu as gagné, » dit Jean-Pierre, la voix ferme. « On y retourne. Et on va trouver ce que tu veux que je voie. » Il ouvrit la porte arrière. Le vent hurlait, portant avec lui la promesse de neige. L'obscurité des bois était absolue, un mur de pin noir et d'ombre. Rex sortit sur la terrasse, le nez levé pour capter l'odeur. Il regarda Jean-Pierre, attendant. Jean-Pierre sortit à côté de lui, allumant sa lourde lampe de poche. Le faisceau transperça l'obscurité, illuminant le chemin à suivre. Mène la marche, soldat. Ils descendirent de la terrasse ensemble, laissant la chaleur de la maison derrière eux, marchant dans l'étreinte froide de la crête des loups noirs et des secrets qu'elle gardait depuis 50 ans. L'ascension vers la crête des loups noirs fut un rappel brutal que la carte n'est pas le territoire. Dans son esprit, Jean-Pierre se souvenait du sentier comme d'un chemin doux et sinueux à travers les pins, un itinéraire qu'il avait parcouru 100 fois dans sa jeunesse. Mais la tempête avait redessiné le paysage. Les vents violents avaient brisé des arbres centenaires comme des allumettes sèches, les jetant en travers du chemin dans des enchevêtrements chaotiques de membres et d'aiguilles. La pluie avait emporté la terre tassée, laissant derrière elle une boue glissante et des racines exposées qui attendaient dans l'obscurité de piéger une botte imprudente. Jean-Pierre ajusta la sangle de sa lourde lampe de poche, son faisceau découpant un cône de lumière pâle à travers l'obscurité suffocante de la forêt. Son souffle s'échappait devant lui en nuages blancs, disparaissant aussi vite qu'il se formait. À côté de lui, Rex avançait avec une détermination qui défiait son âge, bien que la randonnée lui coûtait visiblement. Toutes les quelques minutes, le vieux chien trébuchait, ses pattes arrière ne parvenant pas à franchir une autre racine ou une plaque de schiste glissante. Chaque fois, Jean-Pierre s'arrêtait. Il ne tirait pas sur la laisse ni n'exhortait le chien à se dépêcher. Il attendait, éclairant le sol pour aider Rex à trouver son équilibre, offrant un mot d'encouragement tranquille. « Doucement, mon grand. On a toute la nuit, » murmura Jean-Pierre, sa voix un ancrage stable dans le noir. Ils atteignirent une section où un énorme pin ponderosa était tombé directement en travers du ravin qui servait de sentier. Le tronc arrivait à la taille de Jean-Pierre, un mur formidable d'écorce rugueuse. Pour un chien plus jeune, cela aurait été un simple saut. Pour Rex,
Avec ses hanches calcifiées et ses articulations raides, c'était une forteresse impossible. Rex s'arrêta devant le tronc. Il leva les yeux vers Jean-Pierre, puis de nouveau vers l'obstacle, laissant échapper un léger souffle frustré. Il baissa la tête, se préparant à essayer de se faufiler en dessous, à travers un espace qui semblait dangereusement étroit et hérissé de branches cassées. « Non, ne fais pas ça », dit rapidement Jean-Pierre. Il s'avança, ses bottes s'enfonçant dans les aiguilles de pin. Il s'agenouilla dans la boue, ignorant la protestation aiguë de son propre genou endommagé. Il ouvrit légèrement sa veste en cuir marron, l'air froid mordant à travers sa chemise de flanelle à carreaux rouges et bleu marine, mais il avait besoin de l'amplitude de mouvement. Il glissa ses bras sous la poitrine et l'arrière-train de Rex. « Je te tiens, soldat », grogna Jean-Pierre. À 3. 1, 2, 3. Il souleva. Rex était un grand chien, plus de 40 kilos de muscles et d'os, mais l'adrénaline et l'affection donnèrent à Jean-Pierre la force dont il avait besoin. Rex ne se débattit pas. Il se raidit, faisant entièrement confiance à son maître alors qu'il était hissé dans les airs. Jean-Pierre gémit sous l'effort, son dos se tendant, mais il fit basculer le chien doucement par-dessus l'écorce rugueuse de l'arbre tombé et le déposa sur la terre meuble de l'autre côté. Rex s'ébroua immédiatement, le bruit de ses oreilles battant faisant écho dans le silence. Il se tourna et lécha la main de Jean-Pierre à travers l'espace entre les branches avant que Jean-Pierre ne grimpe à son tour. Alors que Jean-Pierre enjambait le tronc, balançant sa propre mauvaise jambe, il sentit une vague de protection féroce. Ils étaient deux soldats brisés, grimpant une montagne en claudiquant au milieu de la nuit, à la poursuite de fantômes. Mais ils le faisaient ensemble. Ils continuèrent. À mesure qu'ils montaient, l'air changea. L'odeur fraîche et nette de pin et de neige commença à s'estomper, remplacée par cette même odeur lourde et métallique qui s'était accrochée à la pierre dans la cuisine de Jean-Pierre. C'était l'odeur de la terre retournée, mélangée à l'odeur âcre et ancienne d'une brûlure profonde. Ils atteignirent la dernière montée et le faisceau de la lampe de poche de Jean-Pierre tomba sur une scène de dévastation absolue. La tempête avait déclenché un glissement de terrain massif. Une énorme section de la crête s'était simplement cisaillée, glissant le long de la montagne et emportant tout avec elle. Des arbres étaient déracinés et brisés, des rochers de la taille de voiture avaient été projetés comme des cailloux, et la terre était à vif, ouverte comme une blessure fraîche. Mais c'est ce que le glissement de terrain avait révélé qui fit s'arrêter Jean-Pierre net. Le glissement de terrain avait raclé des couches de terre végétale et de végétation qui s'étaient accumulées pendant un demi-siècle. Exposé sur le flanc de la colline, illuminé par la lumière blanche et crue de la lampe de poche, se trouvait une fondation en pierre. Elle était noircie et fissurée, les vestiges d'une structure qui avait été engloutie par la forêt il y a bien longtemps. Rex laissa échapper un son grave, une vibration profonde dans sa poitrine que Jean-Pierre sentit plus qu'il n'entendit. Le chien tira sur la laisse, se dirigeant vers la ruine. Jean-Pierre suivit, le cœur battant contre ses côtes. Ils se frayèrent un chemin à travers le champ de débris jusqu'à ce qu'ils se tiennent à l'intérieur du périmètre de l'ancienne fondation. Le sol ici était différent. Ce n'était pas seulement de la boue, c'était un mélange de cendres, de charbon de bois et de métal tordu qui crissait doucement sous leurs pieds. Rex se mit au travail. Il baissa son nez vers le sol, inhalant par bouffées profondes et rapides. Il se déplaça en quadrillant la zone, l'instinct prenant le dessus. Il n'était plus l'animal de compagnie arthritique dormant près du feu, il était un chien de travail sur un site. Il vérifia les coins de la fondation. Il vérifia un tas de bois pourri. Puis il se dirigea vers le centre de la ruine, près de ce qui ressemblait au reste d'une cheminée en pierre qui s'était effondrée sur elle-même. Soudain, Rex s'arrêta. Il ne s'assit pas. Il n'aboya pas. Lentement, avec une gravité solennelle qui glaça Jean-Pierre jusqu'aux os, Rex abaissa son corps au sol. Il étendit ses pattes avant et posa son menton à plat sur la terre couverte de cendres. Il ferma les yeux un bref instant, puis les rouvrit, fixant son regard sur une parcelle de terre spécifique entre les pierres de la cheminée tombée. Jean-Pierre sentit le sang quitter son visage. Ce n'était pas l'alerte pour les explosifs. Quand Rex trouvait une bombe, il s'asseyait droit et fier, attendant une balle ou une friandise. C'était l'autre alerte. Celle pour laquelle il s'entraînait mais espérait ne jamais voir. C'était l'alerte passive pour des restes humains. Jean-Pierre laissa tomber la laisse. Il s'avança, ses jambes semblant lourdes et engourdies. Il s'agenouilla à côté du chien. Rex ne bougea pas. Il resta à plat, un gardien silencieux sur l'endroit qu'il avait choisi. « Bon chien » murmura Jean-Pierre,
la voix tremblante. Bon chien. Jean-Pierre plongea la main dans son sac à dos et sortit la petite pelle de tranchée qu'il avait emballée. Il ne voulait pas utiliser la pelle, cela semblait trop irrespectueux. Au lieu de cela, il enfila une paire de gants de travail et commença à creuser avec ses mains, grattant soigneusement les couches de cendres humides et de terre. La terre était dense et compactée. Il trouva des éclats de verre qui avaient fondu en masse informe. Il trouva des clous rouillés. Il trouva un morceau de céramique qui aurait pu être une tasse à café. Il creusa plus profondément, guidé par le regard immobile de Rex. Après 10 minutes de creusement, ses doigts gantés effleurèrent quelque chose de dur et de plat. Ce n'était pas une pierre. Elle avait une forme manufacturée distincte. Jean-Pierre ralentit. Il brossa doucement la terre meuble. Une petite pièce de métal rectangulaire gisait à moitié enfouie dans le sol. Elle était noircie par le feu et le temps, corrodée sur les bords, mais le métal lui-même avait survécu à l'enfer. Jean-Pierre la ramassa. Elle était légère, incroyablement légère. Il sortit un chiffon de sa poche et essuya la surface du métal, frottant 50 ans de crasse. Il dirigea sa lampe de poche directement dessus, plissant les yeux pour lire les lettres estampées qui émergeaient de l'obscurité. Les lettres étaient faibles, mais elles étaient là. Lambert, Auguste. Armée de terre. 5568902. Jean-Pierre fixa la plaque d'identité militaire. Le silence des bois semblait l'oppresser, lourd et suffocant. Il tenait l'identité d'un homme, un soldat. François avait dit que l'oxydation signifiait qu'elle était là depuis des décennies. Le rapport que Jean-Pierre se souvenait avoir lu ou entendu disait que l'ermite qui vivait ici s'était enfui, avait fui ses dettes. C'était l'histoire que le village racontait. C'était l'histoire que les archives officielles contenaient probablement. Mais les hommes qui s'enfuient ne laissent pas leur plaque d'identité derrière eux. Un soldat ne laisse pas son identité dans la terre, à moins qu'il ne puisse plus la porter. Jean-Pierre regarda la dépression dans la terre où Rex était couché. Le chien n'avait pas bougé d'un centimètre. Auguste Lambert, murmura Jean-Pierre dans l'air froid de la nuit. Il réalisa alors que ce n'était pas seulement une maison qui avait brûlé. C'était une tombe. Et pendant 50 ans, tandis que le village en contrebas-vaquait à ses occupations, tandis que les arbres poussaient et que les saisons changeaient, ce soldat avait reposé ici, seul, sous les racines et la neige, jusqu'à ce qu'une tempête arrache le toit de sa tombe et qu'un chien conduise un autre soldat pour le trouver. Jean-Pierre tendit la main et posa une main sur la tête de Rex. Le chien laissa échapper un long soupir tremblant et leva enfin son menton, regardant Jean-Pierre avec des yeux qui semblaient contenir une profonde tristesse ancienne. « On l'a trouvé, Rex, dit Jean-Pierre, la voix brisée par l'émotion. On l'a trouvé. » Jean-Pierre s'assit en arrière sur ses talons, serrant la plaque d'identité dans son poing. Il regarda autour de la clairière désolée, illuminée seulement par le faisceau étroit de sa lumière. Il ressentit une connexion soudaine et écrasante avec l'homme nommé Auguste. Il ne le connaissait pas, il ne savait pas dans quelle guerre il avait combattu ni qui il avait laissé derrière lui, mais il connaissait le code. On ne laisse pas un homme derrière. Jean-Pierre regarda à nouveau la plaque d'identité, puis la plaça avec révérence dans la poche de sa poitrine, juste au-dessus de son cœur, sous les couches de flanelle et de cuir. Il se leva, son mauvais genou hurlant de protestation, mais il le sentit à peine. Il baissa les yeux vers Rex, qui était toujours couché à plat, gardant la terre. « Repos, soldat, dit doucement Jean-Pierre. Mission accomplie. » Rex se leva lentement. Il secoua la terre de son pelage et s'appuya lourdement contre la jambe de Jean-Pierre. Jean-Pierre leva les yeux vers le ciel nocturne, où de lourds nuages commençaient à se séparer, révélant une seule étoile brillante. « On n'a pas fini, Rex, dit Jean-Pierre au silence. On ne fait que commencer. On doit le ramener à la maison. » La descente de la crête des loups noirs avait été une affaire silencieuse et sombre. Jean-Pierre Dubois et Rex s'étaient déplacés dans l'obscurité comme des fantômes, portant un secret qui pesait plus lourd que le sac à dos sur les épaules de Jean-Pierre. Quand ils atteignirent enfin la maison, la première lueur de l'aube commençait à peine à meurtrir le ciel oriental de nuances de violet et de gris. Jean-Pierre ne dormit pas. Il s'assit dans son fauteuil près du poêle à bois froid, sa main reposant sur la tête du berger allemand qui dormait d'un sommeil agité à ses pieds. Dans son autre main, il tenait le morceau de métal noirci qu'il avait nettoyé dans les bois. Lambert, A. Armée de terre. Le nom était estampé dans le métal, mais il était aussi estampé dans l'esprit de Jean-Pierre. Il attendit que le soleil se lève complètement,
que le monde se réveille, bien qu'il se sentit entièrement déconnecté de la routine matinale. Il nourrit Rex, qui mangea lentement, son devoir temporairement accompli mais son corps épuisé par l'effort de la nuit. « On doit aller au village, mon grand, dit Jean-Pierre, sa voix éraillée par le long silence. On doit savoir qui il était. Il changea de chemise, enfilant une flanelle à carreaux rouges et bleu marine propre, la boutonnant à moitié avant de redresser son t-shirt gris en dessous. Il enfila son jean rigide et remonta la fermeture éclair de sa vieille veste en cuir marron. C'était une armure pour le monde d'en bas, un monde qu'il avait évité pendant si longtemps. Le trajet vers la vallée fut mécanique. Le vieux pick-up bourdonnait le long de l'asphalte sinueux, le chauffage cliquetant alors qu'il combattait le froid matinal. Rex était assis sur le siège passager, la tête appuyée contre la portière, regardant les arbres défiler. Ils se garèrent devant la bibliothèque municipale, un bâtiment en briques qui sentait la cire et le vieux papier. Jean-Pierre dit à Rex d'attendre. Le chien laissa échapper un léger gémissement mais s'installa sur le siège, regardant son maître s'éloigner avec des yeux anxieux. À l'intérieur, la bibliothèque était calme. Monique Duval, la bibliothécaire en chef qui était là depuis que Jean-Pierre était enfant, leva les yeux de son bureau. C'était une petite femme avec des lunettes sur une chaîne et un pull qui semblait l'avaler. « Monsieur Dubois, dit-elle, la surprise colorant son ton poli. On ne vous voit pas souvent. »« Je dois voir les archives, Monique, dit Jean-Pierre, sautant les politesses. Spécifiquement, les journaux locaux de 1968. 1968 ? Elle haussa un sourcil mais se leva. Ça remonte à loin. C'est à propos des dégâts de la tempête ? Quelque chose comme ça. Elle le conduisit au fond de la pièce, vers les armoires où étaient conservés les microfiches et les volumes reliés du courrier du massif. Elle sortit un lourd livre couvert de poussière d'une étagère inférieure et le posa sur une table en bois. Voici l'année complète. Dites-moi si vous avez besoin d'aide avec la machine. Jean-Pierre la remercia et s'assit. Il ouvrit la lourde couverture, l'odeur du papier journal vieillissant montant à sa rencontre. Il commença à tourner les pages, balayant les gros titres. Il chercha le mois d'août, le mois le plus sec, le mois où les incendies ravageaient habituellement les collines. Il le trouva dans la 3e semaine d'août 1968. Le titre n'était pas en première page. Il était enfoui en page 4, une petite colonne au milieu des publicités pour du matériel agricole et des annonces de kermesse paroissiale. Un homme de la région porté disparu après l'incendie de sa cabane. Jean-Pierre se pencha, son doigt traçant l'encre délavée. L'article était bref, écrit avec le ton détaché et critique des commérages de petites villes se faisant passer pour de l'information. Les pompiers sont intervenus pour un incendie sur la crête des Loups Noirs tard mardi soir. La structure, une cabane appartenant à l'ermite local Auguste Lambert, a été complètement détruite. Aucun reste n'a été trouvé sur les lieux. Les gendarmes pensent que l'incendie pourrait avoir été d'origine criminelle. Lambert, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, était connu pour avoir d'importantes dettes de jeu dans le département voisin. Les autorités soupçonnent Lambert d'avoir déclenché l'incendie pour masquer sa fuite de ses créanciers. Il est actuellement répertorié comme fugitif et on pense qu'il a quitté la région. Jean-Pierre lut le paragraphe 2 fois, puis une 3e. Un fugitif. Un lâche. Un homme qui a brûlé sa propre maison pour fuir des problèmes d'argent. Il sentit une chaleur monter dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le chauffage de la bibliothèque. C'était une colère lente qui partait de ses entrailles et lui serrait la gorge. Il plongea la main dans la poche de sa veste et serra le poing autour de la plaque d'identité. Les bords métalliques s'enfoncèrent dans sa paume, le ramenant à la réalité. « Ils ont menti sur toi », murmura Jean-Pierre, sa voix à peine audible dans la pièce silencieuse. Il tourna la page, cherchant une suite. Il en trouva une semaine plus tard. Elle était encore plus courte. Recherche d'Auguste Lambert suspendue. Aucune piste sur sa localisation. Propriété saisie par le département pour arriérés d'impôts. C'était tout. La vie d'un homme, son service, son existence, balayée en 2 paragraphes. Le village l'avait catalogué comme un mauvais payeur qui s'était enfui au milieu de la nuit. Mais Jean-Pierre connaissait la vérité. Il avait vu la vérité. Auguste Lambert ne s'était pas enfui. Il se tenait dans sa maison, s'accrochant à la seule chose qui comptait pour lui, quand le toit s'est effondré. Il était mort seul dans l'incendie, et pendant 50 ans, son nom avait été synonyme de lâcheté.
Jean-Pierre referma le lourd livre avec un bruit qui résonna comme un coup de feu dans le silence. Monique Duval sursauta, mais Jean-Pierre ne la vit pas. Il sortit de la bibliothèque, ses bottes lourdes sur le linoléum. L'air froid dehors le frappa, mais ne refroidit pas sa rage. Il se dirigea vers le pick-up et ouvrit la portière. Rex leva les yeux, sa queue frappant une fois contre le siège. Il sentit immédiatement le changement d'énergie de Jean-Pierre. Le chien se redressa, les oreilles dressées, reniflant l'air autour des mains de Jean-Pierre. Jean-Pierre monta et claqua la portière, le son vibrant à travers la cabine. Il agrippa le volant, ses jointures devenant blanches. Il ne s'est pas enfui, Rex, dit Jean-Pierre, la voix épaisse d'émotion. Il est mort à son poste. Et ils l'ont traité de voleur. Il regarda à nouveau la plaque d'identité. 5568902. Soudain, la colère se transforma en quelque chose de plus froid, de plus personnel. Jean-Pierre regarda son propre reflet dans le rétroviseur. Il vit le gris dans sa barbe, les rides autour de ses yeux. Il vit un homme qui vivait seul dans les bois, qui ne répondait pas à son téléphone, qui avait repoussé sa propre fille parce que le chagrin de perdre sa femme était trop lourd à partager. Si je mourais là-haut ce soir, pensa Jean-Pierre, que dirait-il de moi? Dirait-il qu'il était un fusilier marin? Dirait-il qu'il était un père aimant? Ou dirait-il simplement, un ermite local retrouvé mort? Maison saisie pour impôt. La prise de conscience le frappa avec la force d'un coup physique. Il faisait exactement la même chose qu'Auguste Lambert avait faite. Il se cachait. Il laissait le monde l'oublier. Il laissait son héritage s'effacer dans le silence des arbres. Auguste n'avait pas été effacé par le feu, mais par l'indifférence des gens qui auraient dû le chercher. Je ne laisserai pas ça arriver, dit Jean-Pierre. Ni à lui, ni à moi. Il démarra le moteur, le pick-up rugissant à la vie. Il regarda Rex. Le chien le regardait avec ce regard fixe et inébranlable, un regard de confiance absolue. Rex se fichait des dettes ou des rumeurs. Rex ne se souciait que de ce qui était vrai. Et la vérité était là-haut, sur cette montagne. On va arranger ça, dit Jean-Pierre. Il passa une vitesse, mais au lieu de tourner vers sa maison, il tourna vers l'autre côté du village. Il avait besoin de plus qu'un simple article de journal. Il avait besoin de trouver quelqu'un qui se souvenait d'Auguste Lambert en tant qu'homme, pas en tant que titre de journal. Il se dirigea vers le seul endroit où le passé était encore respecté. Il se dirigea vers la section locale des anciens combattants. Si quelqu'un connaissait la vérité sur un soldat, ce seraient d'autres soldats. Alors qu'il conduisait, le poids de la plaque d'identité dans sa poche semblait pulser comme un second cœur battant contre le sien. Il n'enquêtait plus sur une simple curiosité. Il était en mission pour réclamer l'honneur perdu d'un frère d'armes. Et en faisant cela, il commençait à réaliser qu'il pourrait bien être en train de se sauver lui-même. La route s'étendait devant eux, grise et longue, mais pour la première fois en 5 ans, Jean-Pierre Dubois ne regardait pas dans le rétroviseur. Il regardait droit devant lui. Le trajet de retour du village fut différent. Le silence dans la cabine du pick-up n'était plus vide, il était rempli d'un sens renouvelé du devoir. Jean-Pierre Dubois dirigea le véhicule sur la route de gravier sinueuse menant à sa maison, la mâchoire serrée dans une ligne de détermination sombre. À côté de lui, Rex était assis, alerte, ses oreilles pivotant vers la montagne comme s'il pouvait entendre les murmures du passé les rappeler. En arrivant à la maison, Jean-Pierre n'entra pas pour se reposer. Il se rendit directement à la remise à outils. Il choisit une bêche robuste à manches courts, une lourde bâche en toile et une petite truelle. Il empaqueta ses articles dans son sac à dos, ajoutant une paire de gants en cuir épais neuf. Il vérifia ses poches pour s'assurer que la plaque d'identité était toujours là, reposant contre sa poitrine comme un talisman. On va le ramener à la maison, Rex, dit doucement Jean-Pierre. La randonnée de retour vers la crête des Loups Noirs fut ardue. Le soleil de l'après-midi commençait à décliner, projetant de longues ombres étirées à travers les pins. L'air était devenu plus froid, un froid mordant qui s'infiltrait à travers les couches de vêtements de Jean-Pierre. Il remonta la fermeture éclair de sa veste en cuir marron jusqu'au menton, protégeant la chemise de flanelle à carreaux rouges et bleu marine en dessous. Ses bottes de travail craquaient rythmiquement contre le sol gelé, un battement de tambour régulier. Lorsqu'ils atteignirent le site du glissement de terrain, la dévastation semblait encore plus crue à la lumière du jour. La terre était une plaie à vif sur le flanc de la montagne, grise et noire contre le vert environnant.
Rex n'eut pas besoin d'ordre. Il se dirigea directement vers l'endroit qu'ils avaient découvert la nuit précédente, la dépression dans la terre près de la cheminée effondrée. Il se coucha dans la cendre, reprenant sa veillée. Il posa la tête sur ses pattes avant, ses yeux ambrés fixés sur le sol, gardant le soldat en dessous. Jean-Pierre laissa tomber son sac à dos et sortit la bêche. Il se tint au-dessus de la zone, ressentant une lourde réticence à déranger ce sol. C'était comme une violation, mais le laisser ici était un péché. Il commença à creuser. Il travaillait lentement, décollant des couches d'histoire. La tempête avait fait une grande partie du travail, emportant la couche arable, mais la terre ici était dense en débris. Chaque pelletée était un mélange de boue, de charbon de bois et de restes tordus d'une vie interrompue. Il trouva le squelette rouillé d'un cadre de lit. Il trouva une bouteille en verre fondu. En s'enfonçant plus profondément, Jean-Pierre mit la bêche de côté et passa à la truelle et à ses mains gantées. Il devait être doux. Rex le regardait, laissant échapper un léger gémissement bas chaque fois que Jean-Pierre s'arrêtait pour essuyer la sueur de son front. « Tu as raison, mon grand » murmura Jean-Pierre. « Je vais aussi vite que je peux. » La texture du sol changea. Il devint plus dur, fusionné par une chaleur intense. Jean-Pierre gratta une couche de gravier noir et sa truelle heurta quelque chose de métallique. Ce n'était pas le bruit sourd du fer, mais le son creux de l'acier. Il écarta la terre avec ses doigts. Une surface courbe émergea. Elle était vert olive, brûlée et écaillée, mais indubitable. C'était un casque. Un casque M1 en acier standard, du genre que le père de Jean-Pierre avait porté, du genre qu'Auguste Lambert aurait gardé comme souvenir de son service pendant la Seconde Guerre mondiale. Jean-Pierre sentit une boule se former dans sa gorge. Il excava soigneusement autour du casque. En dégageant la terre, le reste de la scène commença à prendre forme, un tableau figé dans le temps par le feu et la tragédie. Auguste Lambert n'était pas mort dans son lit. Il n'était pas mort en courant vers la porte. Les restes squelettiques étaient recroquevillés en une boule protectrice serrée. Les os des bras étaient enroulés autour d'une boîte en métal, la serrant contre la poitrine. C'était une vieille caisse de munitions, la peinture brûlée depuis longtemps, ne laissant que du fer rouillé. Mais c'est ce qui se trouvait entre la boîte, le casque et la cage thoracique qui coupa le souffle à Jean-Pierre. L'incendie qui avait consumé la cabane en 1968 avait été un enfer. Il avait brûlé assez fort pour affaiblir l'acier et faire fondre la pierre. À l'intérieur de cette caisse de munitions, Auguste devait avoir stocké son trésor. Et dans la chaleur du brasier, la boîte s'était compromise, déversant son contenu par la couture rouillée de la caisse. Fusionné directement sur l'acier du casque et le blanc délavé des côtes se trouvait une grappe de pierre. C'étaient des saphirs bruts massifs. Mais ce n'étaient plus des gemmes individuelles. La chaleur les avait partiellement fait fondre, les fusionnant avec le métal du casque, le fer de la boîte et l'os de l'homme qui était mort en les protégeant. C'était une sculpture macabre, magnifique, déchirante. Les saphirs étaient d'un bleu profond et brillant, scintillant au milieu de la cendre noire et de l'os blanc. Ils ressemblaient à un cœur cristallisé battant au centre de la poitrine du soldat. Jean-Pierre le fixa, les larmes lui piquant les yeux. Il avait vu des choses terribles à la guerre. Il avait vu ce que les obus de mortier faisaient à un corps humain. Mais il n'avait jamais rien vu de tel. Ce n'était pas seulement la mort. C'était l'amour. C'était l'obsession. C'était un homme s'accrochant à son héritage si fermement qu'il était devenu un avec lui. L'amas du cœur, murmura Jean-Pierre, nommant l'objet tragique devant lui. Il comprit alors pourquoi le village pensait qu'Auguste s'était enfui. Il n'y avait pas de corps à trouver dans la partie principale de la maison, car Auguste s'était réfugié dans l'endroit le plus sûr qu'il pouvait trouver, peut-être une cave à légumes ou un vide sanitaire sous le plancher, serrant ses pierres. Il avait essayé de survivre à l'incendie, ou peut-être le sol s'était-il effondré, le faisant tomber dans les fondations où la chaleur était la plus intense. Rex se leva et s'approcha du bord de la tombe. Il ne regarda pas les os. Il regarda Jean-Pierre, puis lui poussa la main avec son nez humide. « Je le vois, Rex, » dit Jean-Pierre, la voix tremblante. « Je le vois. » Il tendit la main pour toucher la caisse de munitions, mais la chaleur du jour était passée et le métal était glacial. Les saphirs brillaient dans la lumière déclinante, indifférents à la tragédie qu'ils ornaient. Jean-Pierre dégagea soigneusement le reste de la terre des restes. Il déplia la lourde bâche en toile qu'il avait apportée. Avec la plus grande révérence,
il commença la difficile tâche de déplacer Auguste Lambert. Ce n'était pas facile. L'amas du cœur, la masse fondue de casques, de boîtes, de gemmes et de côtes était lourd et solide. Jean-Pierre dut le soulever d'une seule pièce. Il grogna sous l'effort, traitant l'objet avec le même soin qu'il aurait traité un camarade blessé sur le champ de bataille. Il plaça la masse centrale sur la bâche, puis rassembla le reste des os épars, les plaçant dans leurs positions anatomiques du mieux qu'il pouvait. Alors qu'il travaillait à la périphérie des restes, sa truelle heurta autre chose. Le son était différent, léger, creux. Il creusa à quelques centimètres à gauche de l'endroit où la hanche d'Auguste aurait été. Il sortit un objet cylindrique. C'était un tube à cartes en aluminium. Le métal était rayé et cabossé, et une extrémité était noircie, mais le bouchon à vis était toujours scellé. L'aluminium ne rouillait pas, et si le joint avait tenu, ce qui était à l'intérieur aurait pu survivre aux 50 années d'enfouissement. Jean-Pierre essuya le tube sur son jean. Il essaya de tourner le bouchon, mais il était bloqué par la corrosion et le temps. Il le saisit fermement avec ses gants en cuir, mettant toute sa force dans le mouvement. Avec un grincement aigu de métal sur métal, le bouchon céda. Jean-Pierre retint son souffle. Il inclina le tube vers le bas. Un rouleau de papier glissa. Il était enveloppé dans de la toile cirée, qui était devenue cassante et craquelée, mais avait fait son travail. Jean-Pierre décolla la couche protectrice. À l'intérieur se trouvait un petit carnet relié en cuir. La couverture était déformée et tachée, mais les pages en papier étaient intactes. Il l'ouvrit avec précaution. L'écriture était penchée et hâtive, écrite à l'encre de stylo plume qui s'était estompée en un brin sépia. 12 août 1968. La dernière entrée. Jean-Pierre lut les mots dans la lumière déclinante, plissant les yeux pour déchiffrer les lettres. La fumée s'épaissit. J'entends le crépitement dans les arbres. Ils arrivent. Pas les créanciers. Le feu. Il se déplace plus vite que je ne le pensais. J'ai emballé les pierres. Les bleues. Les grosses. Je ne peux pas les laisser. Elles sont pour Victor. Elles sont pour le garçon. Si je les perds, je n'ai rien à lui laisser que mon nom. Et mon nom est déjà ruiné. Jean-Pierre ferma le livre. Ses mains tremblaient. Victor. Il avait un fils. Auguste Lambert n'était pas mort par cupidité. Il était mort pour un héritage. Il était resté dans une maison en feu pour sauver un avenir pour un fils qu'il croyait avoir déçu. Jean-Pierre se retourna vers la bâche où reposait l'amas du cœur. Les saphirs brillaient d'une lumière intérieure, un contraste saisissant avec la sinistre réalité des os. « Tu ne l'as pas déçu, Auguste », dit doucement Jean-Pierre au vent. « Tu as tenu bon jusqu'à la toute fin. » Il enveloppa soigneusement la bâche autour des restes, la fixant avec la corde qu'il avait apportée. C'était un lourd paquet, un fardeau d'os et de pierres, mais Jean-Pierre sentit une vague de force. Il le porterait. Il le porterait jusqu'en bas de la montagne s'il le fallait. Il plaça le tube à cartes et le carnet dans son sac à dos. Il se leva, hissant le sac sur une épaule, et baissa les yeux vers la bâche. Rex s'approcha du paquet. Il le renifla une fois, profondément, puis leva les yeux vers Jean-Pierre. Il fit un seul signe de tête sec, comme pour confirmer que le paquet était sécurisé. « Rentrons à la maison », dit Jean-Pierre. Il se pencha et souleva les restes enveloppés dans la bâche dans ses bras. C'était maladroit et lourd, les bords tranchants de la caisse de munitions pressant contre sa poitrine à travers la veste en cuir, mais Jean-Pierre le serra fort. Ils commencèrent la descente. Rex marchait près de la jambe de Jean-Pierre, le guidant à travers les bois qui s'assombrissaient, son corps se pressant contre celui de Jean-Pierre chaque fois que le sentier devenait raide, offrant sa propre force pour aider à porter la charge. Le vent se leva, sifflant à travers les branches mortes des pins brûlés, sonnant comme un chant funèbre. Mais Jean-Pierre ne sentait plus le froid. Il sentait la chaleur des saphirs contre sa poitrine, brûlant du souvenir du dernier acte d'amour désespéré d'un père. La montagne n'avait pas rendu ses morts de bonne grâce, et maintenant elle semblait déterminée à garder les vivants aussi. La descente de la crête, qui avait commencé avec un sombre sentiment de devoir, se désintégra rapidement en une bataille pour la survie. Le vent, qui avait été un sifflement funèbre à travers les pins brûlés, se transforma en un rugissement assourdissant qui déchirait les vêtements de Jean-Pierre et lui cinglait le visage exposé de glace. La neige ne tombait pas doucement, elle était chassée horizontalement, un rideau blanc aveuglant qui effaçait le sentier,
les arbres et le monde en contrebas. Jean-Pierre trébucha, le lourd poids des restes d'Auguste Lambert se déplaçant dans ses bras. Son mauvais genou céda sous la tension. À côté de lui, Rex luttait. Le vieux chien labourait les congères qui s'épaississaient, mais sa respiration devenait laborieuse, un son rauque et sifflant qui transperçait la tempête. « On n'y arrivera pas !» cria Jean-Pierre par-dessus le vent, bien que Rex ne puisse probablement pas l'entendre. Continuer à descendre la pente traîtresse et glissante dans ces conditions, en portant un fardeau fragile d'os et de pierre, était un suicide. Jean-Pierre balaya l'obscurité, le faisceau de sa lampe de poche avalé par le tourbillon blanc. Il se souvint d'un surplomb rocheux à environ 400 mètres en arrière, une grotte peu profonde formée par une dalle de granit qui avait survécu au glissement de terrain. Il fit demi-tour. « Viens, Rex !» Ils se frayèrent un chemin jusqu'à l'abri. Ce n'était pas grand-chose, juste un renfoncement dans la paroi de la falaise, mais il offrait une protection contre le vent mordant. Jean-Pierre tomba à genoux, plaçant doucement le paquet de restes enveloppé dans la bâche contre le mur arrière de l'alcôve de pierre. Travaillant avec des doigts engourdis, il sortit la lourde bâche en toile de son sac à dos, celle qu'il avait l'intention d'utiliser pour le corps mais qu'il avait remplacée par sa bâche de pluie de rechange lorsqu'il réalisa la fragilité de l'amas du cœur. Il tendit la bâche en travers de l'ouverture du surplomb, utilisant la corde et de lourdes pierres pour l'ancrer. L'espace à l'intérieur était petit, exigu et glacial, mais le vent était réduit à un sourd vrombissement contre la toile. Jean-Pierre alluma sa lanterne à pile, baignant la petite enceinte d'une lumière artificielle et crue. Il attira Rex contre lui, frottant vigoureusement les flancs du chien pour générer de la chaleur. Le berger allemand frissonnait violemment, la glace s'agglutinant dans sa fourrure grise et blanche. Jean-Pierre ouvrit sa lourde veste en cuir marron et serra le chien contre sa poitrine, partageant la chaleur de son corps. Ils restèrent blottis ensemble sur le sol froid, deux âmes vivantes veillant sur un mort. Le paquet contenant Auguste Lambert reposait en face d'eux. Dans les ombres vacillantes, il ressemblait moins à un tas d'os qu'à un homme endormi. Jean-Pierre réalisa qu'il serait là jusqu'au matin. La tempête était un blizzard total, naviguer dans le ravin dans le noir était impossible. Il chercha sa bouteille d'eau dans son sac à dos et offrit à boire à Rex. Puis sa main effleura l'aluminium froid du tube à cartes. Il le sortit. Le métal était encore glacé de ses 50 années dans la terre. À l'intérieur se trouvait la voix de l'homme couché à quelques mètres de là. Jean-Pierre ajusta la lanterne. Il ouvrit à nouveau le carnet relié en cuir. Les pages étaient rigides, l'encre délavée, mais lisible. Il commença à lire, pas seulement la dernière entrée, mais depuis le début. Les premières entrées, de 1967, étaient pleines d'espoir. Auguste écrivait sur la découverte de la veine de saphir avec une énergie frénétique et joyeuse. Il écrivait comment cela allait tout changer pour sa femme, Marie, et son fils, Victor. Il écrivait sur la construction d'un héritage. 10 décembre 1967. J'ai trouvé une autre poche aujourd'hui, bleue comme l'océan. Ça paiera les études de Victor. Ça achètera à Marie cette maison dans la vallée. Mais au fil des pages, le ton changea. La joie commença à se transformer en anxiété. L'écriture devint déchiquetée, fortement appuyée sur le papier. 4 janvier 1968. J'ai vu des traces près du périmètre aujourd'hui. Je le dois. Quelqu'un regarde. Je ne peux pas quitter le site. Si je vais au village, ils viendront. Ils attendent que je fasse une erreur. Jean-Pierre changea de position, son genou lui faisant mal dans le froid. Rex posa son menton sur la cuisse de Jean-Pierre, sa respiration se calmant à mesure qu'il se réchauffait. Les entrées du printemps 1968 étaient sombres. La paranoïa avait pris racine. 15 mars 1968. Marie a envoyé une lettre. Elle veut monter. Elle dit que je suis parti depuis trop longtemps. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que la route était coupée. C'est un mensonge. Je ne peux juste pas la voir ici. Elle ne comprendra pas. Elle voudra que je vende la concession. Elle ne voit pas le potentiel. Elle va tout gâcher. Jean-Pierre sentit un froid se propager dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec la tempête dehors. Il continua à lire. 2 mai 1968. L'anniversaire de Victor. Je l'ai manqué. J'ai envoyé de l'argent, mais la lettre est revenue sans être ouverte. Marie dit qu'il ne veut pas d'argent, il veut son père.
Ils essaient de me manipuler. Ils veulent me rendre faible. Je dois rester fort. Je dois protéger les pierres. Les pierres sont la seule chose qui ne me quittera pas. Jean-Pierre arrêta de lire. Il baissa le livre, sa main tremblante. Les mots sur la page étaient ceux d'Auguste, mais la voix dans la tête de Jean-Pierre lui semblait terriblement familière. Il regarda le paquet d'os. Il regarda la main du cœur caché sous l'emballage, cette fusion macabre de l'homme et de l'obsession. Auguste Lambert n'avait pas commencé comme un monstre. Il avait commencé comme un homme essayant de subvenir aux besoins de sa famille. Mais la peur de perdre ce qu'il avait trouvé, la peur d'être vulnérable, l'avait poussé à repousser les personnes mêmes pour lesquelles il se battait. Il avait construit un mur de silence et de distance, brique par brique, jusqu'à ce qu'il soit piégé derrière. Et il était mort là, seul, serrant des pierres froides pendant que sa famille se demandait pourquoi il les avait abandonnées. Jean-Pierre ferma les yeux. Dans l'obscurité derrière ses paupières, il ne vit pas la grotte. Il vit une table de cuisine. Il vit sa fille, Chloé, debout là, il y a 5 ans, les yeux rouges de larmes, tenant un plat qu'elle avait préparé pour lui une semaine après le décès de sa mère, sa femme. « Papa, s'il te plaît, » avait-elle dit. « Parle-moi. On peut surmonter ça ensemble. » Et Jean-Pierre entendit sa propre voix, froide et détachée, lui répondre « Je vais bien, Chloé. J'ai juste besoin d'espace. Rentre chez toi, avec ton mari. Laisse-moi tranquille. » Il se souvint des appels téléphoniques qu'il avait laissés sans réponse. Il se souvint des lettres qu'il avait ouvertes mais auxquelles il n'avait jamais répondu, les plaçant dans un tiroir jusqu'à ce qu'elles cessent d'arriver. Il se souvint d'avoir changé les serrures de la maison, non pas parce qu'il craignait les voleurs, mais parce qu'il craignait la pitié dans les yeux de sa fille. Il craignait que s'il la laissait entrer, s'il se permettait de ressentir le chagrin partagé, il volerait en éclats. Alors il l'avait repoussée. Il s'était dit qu'il la protégeait de sa propre obscurité. Il s'était dit qu'il était assez fort pour porter le fardeau seul. Tout comme Auguste. Jean-Pierre baissa les yeux sur le carnet. 20 juin 1968. Je suis seul maintenant. C'est mieux comme ça. Pas de distraction. Juste moi et la concession. Le silence est bruyant, cependant. Parfois, j'oublie le son de ma propre voix. Une larme coula du coin de l'œil de Jean-Pierre, traçant un chemin chaud à travers la crasse de sa joue. « C'est moi » murmura Jean-Pierre, le son de sa voix avalé par les murs de toile de la tente. Il regarda Rex. Le chien le regardait, ses yeux ambrés remplis d'une profonde compréhension intuitive. Rex était resté quand tous les autres avaient été repoussés. Le chien avait refusé de partir. Mais Chloé n'était pas partie parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle était partie parce qu'il l'Y avait forcé. Pendant 5 ans, Jean-Pierre avait gardé son propre tas de pierres, son chagrin, ses souvenirs, sa solitude. Il avait amassé sa douleur tout comme Auguste avait amassé ses saphirs. Et s'il continuait sur ce chemin, sa fin ne serait pas différente. Il ne serait qu'un autre vieil homme retrouvé mort dans une cabane, entouré des artefacts d'une vie qu'il avait refusé de partager. Auguste Lambert n'était pas seulement un soldat perdu à retrouver. Il était un avertissement. Il était un miroir tendu à travers 50 ans de temps, montrant à Jean-Pierre exactement ce qu'il attendait au bout du chemin qu'il parcourait. Le vent hurlait dehors, secouant violemment la bâche, mais la tempête dans la poitrine de Jean-Pierre était bien plus destructrice. La prise de conscience s'abattit sur lui avec la force d'un coup physique. Il avait pensé qu'il sauvait Auguste. Mais dans la lumière vacillante de la lanterne, avec la confession du soldat entre ses mains, Jean-Pierre réalisa qu'Auguste était celui qui le sauvait. « Je dois arranger ça », s'étrangla Jean-Pierre. Il plongea la main dans sa poche et sortit son téléphone portable. Il savait qu'il n'y avait pas de réseau ici dans la tempête, aucun moyen de passer un appel, mais il fixa l'écran noir, le priant de le connecter à la vie qu'il avait abandonnée. Il ouvrit la galerie de photos. Il fit défiler les photos de Rex, les photos des montagnes, jusqu'à ce qu'il la trouve. Une photo d'il y a 6 ans. Thanksgiving. Sa femme riait, tenant une dinde, et Chloé était là, souriante, son bras autour de l'épaule de Jean-Pierre. Il regarda son propre visage sur la photo. Il avait l'air heureux. Il avait l'air vivant. Il regarda l'homme reflété dans le verre sombre du téléphone maintenant, un ermite, un fantôme. Jean-Pierre rangea le téléphone.
Il tendit la main et la posa sur le paquet de restes enveloppé dans la toile. « Je t'entends, Auguste, dit doucement Jean-Pierre. J'ai reçu le message. Tu ne voulais pas mourir seul. Et moi non plus. » Il caressa la tête de Rex, enfouissant ses doigts dans l'épaisse fourrure. « On va descendre de cette montagne, Rex. Et quand on y sera, les choses vont changer. » La tempête fit rage toute la nuit, ensevelissant le monde sous un manteau blanc. Mais à l'intérieur du petit abri, pour la première fois en 5 ans, la glace autour du cœur de Jean-Pierre Dubois commença à se fissurer. La tempête avait laissé le monde nettoyé. Les congères qui avaient menacé d'enterrer Jean-Pierre Dubois et Rex dans la grotte avaient commencé à fondre sous l'éclat dur du soleil matinal, transformant les routes de montagne en rivières de gadou et de boue. Il leur avait fallu près de 6 heures pour naviguer la descente périlleuse avec leur précieuse cargaison, mais ils y étaient parvenus. Auguste Lambert était en sécurité à l'arrière du pick-up de Jean-Pierre, solidement enveloppé dans la toile, attendant son dernier voyage. Mais avant que Jean-Pierre ne puisse laisser le soldat reposer, il devait trouver les vivants. Il était assis à sa table de cuisine, l'ordinateur portable qu'il utilisait rarement bourdonnant dans le silence de la maison. À côté de lui, Rex était couché sur son lit orthopédique, tressaillant dans son sommeil, chassant peut-être des fantômes dans ses rêves. Jean-Pierre se frotta les yeux fatigués. Il avait passé les 2 dernières heures à remonter les fils d'un arbre généalogique brisé. Cela n'avait pas été facile. Victor Lambert, le garçon dont Auguste avait écrit avec un amour si désespéré, était décédé il y a 10 ans. La notice nécrologique était brève, le décrivant comme un chef d'entrepôt mort d'une crise cardiaque. Mais au bas de la vie, il y avait un seul parent survivant listé, une fille, Sandrine Leroy. Elle vivait dans une ville appelée Chêne-Vert, à environ 3 heures au sud de la vallée. C'était un endroit connu pour ses usines qui fermaient et ses perspectives qui s'estompaient. Jean-Pierre nota l'adresse au dos d'une enveloppe. Il se leva, ses genoux craquants, et regarda Rex. « On a encore un voyage à faire, mon grand, dit doucement Jean-Pierre. » Il alla dans la chambre et s'habilla avec soin. Il enfila sa chemise de flanelle à carreaux rouges et bleu marine préférée, laissant le bouton du haut défait, et passa un t-shirt gris propre en dessous. Il enfila son jean bleu délavé et lassa ses bottes de travail. L'air extérieur était encore mordant, alors il attrapa sa vieille veste en cuir marron, laissant la fermeture éclair ouverte en sortant. Le trajet jusqu'à Chêne-Vert fut long et sombre. Le paysage passa des majestueux sommets couverts de pins du massif central à l'étendue plate et grise de la décadence industrielle. En entrant dans la ville, Jean-Pierre vit des devantures de magasins barricadés et des terrains de jeux vides. C'était un endroit qui semblait fatigué, un endroit où l'espoir avait fait ses valises et était parti il y a longtemps. L'adresse le mena à une petite maison de location délabrée au bout d'une impasse. La peinture s'écaillait en longues bandes blanches comme de la peau morte, et le porche avant s'affaissait dangereusement sur la gauche. Un tricycle en plastique d'enfant gisait renversé dans la cour, ses couleurs vives délavées par le soleil. Jean-Pierre gara le pick-up. Il se pencha et tapota la tête de Rex. « Reste vigilant, soldat, murmura-t-il. » Il sortit, le gravier craquant sous ses bottes. Il remonta l'allée, son cœur battant un rythme lent et lourd contre ses côtes. Il portait le sac à dos sur une épaule. À l'intérieur se trouvait le tube à cartes et le journal. Il frappa à la porte, 3 coups secs. Un instant plus tard, la porte grinça en s'ouvrant. Une femme se tenait là, s'essuyant les mains sur un torchon taché. Elle semblait avoir la fin de la quarantaine, mais ses yeux portaient l'épuisement de quelqu'un de bien plus âgé. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon désordonné, et elle portait un uniforme d'un restaurant local qui semblait avoir 2 tailles de trop. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle, la voix méfiante. Elle regarda par-dessus l'épaule de Jean-Pierre vers le gros pick-up et le berger allemand qui observait depuis la fenêtre du passager. « Vous êtes Sandrine Leroy ?» demanda Jean-Pierre. Elle resserra sa prise sur le cadre de la porte. « Ça dépend de qui demande. Je n'ai pas d'argent pour les démarcheurs, et si vous êtes d'une agence de recouvrement, vous perdez votre temps. »« Je ne suis pas là pour l'argent, » dit Jean-Pierre en levant les mains. « Je m'appelle Jean-Pierre Dubois. Je cherche la petite fille d'Auguste Lambert. » Le nom la frappa comme un coup physique. Son expression passa instantanément de la lassitude à une amertume froide et dure. Ses lèvres s'amincirent et ses yeux se rétrécirent. « Auguste Lambert » répéta-t-elle, le nom ayant un goût de poison dans sa bouche. « Je ne connais pas cet homme. Et je ne veux rien savoir de lui.
S'il vous plaît, dit Jean-Pierre, s'avançant légèrement. C'est important. C'est à propos de votre père, Victor. Sandrine rit, un son rauque et sec qui ne contenait aucune once d'humour. Mon père? Cet homme a ruiné la vie de mon père. Il l'a abandonné. Il s'est enfui dans les bois pour jouer les ermites et a laissé sa femme et son fils mourir de faim. Mon père a passé toute sa vie à se demander pourquoi il n'était pas assez bien pour que son propre père reste. Alors, si vous êtes ici pour me dire qu'Auguste est enfin mort dans un fossé, vous avez 50 ans de retard pour que ça m'importe. Elle se mit à claquer la porte. Il ne s'est pas enfui, dit Jean-Pierre. Sa voix n'était pas forte, mais elle possédait une autorité qui l'arrêta. Sandrine s'arrêta, la porte à quelques centimètres du cadre. Il ne les a pas abandonnés, continua Jean-Pierre, son ton s'adoucissant. Il est mort. Il est mort en 1968. Sandrine se figea. Elle ouvrit lentement la porte, regardant Jean-Pierre avec une confusion qui obscurcissait sa colère. De quoi parlez-vous? Tout le monde sait qu'il a quitté la ville. Les gendarmes ont dit qu'il avait fui ses dettes. Les gendarmes avaient tort, dit Jean-Pierre. Il plongea la main dans son sac à dos et sortit le tube à cartes en aluminium. Il le lui tendit. Sandrine regarda le tube, puis le visage buriné et honnête de Jean-Pierre. Elle vit le chagrin gravé dans ses rides, un reflet du sien. La curiosité lutta avec le ressentiment, et finalement, la curiosité l'emporta. Elle tendit la main et prit le tube. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. « C'est sa voix, » dit Jean-Pierre. Il fit un geste vers la balancelle du porche, qui semblait à peine plus sûre que les escaliers. « Je peux m'asseoir ? Mon genou n'est plus ce qu'il était. » Sandrine hocha la tête, abasourdie. Elle s'assit sur la balancelle et Jean-Pierre s'assit sur la rampe en face d'elle. Il la regarda dévisser le bouchon, le métal grinçant dans le calme de l'après-midi. Elle sortit le paquet de toile cirée et révéla le carnet en cuir. « C'est un journal », expliqua Jean-Pierre. Il l'a écrit pendant la dernière année de sa vie. Sandrine ouvrit le livre, ses mains, rendues rudes par des années de dur labeur, tremblaient en tournant les pages jaunies. « Lisez la dernière entrée », instruisit doucement Jean-Pierre. 12 août. Sandrine tourna à la fin du livre. Elle commença à lire en silence, ses yeux allant et venant sur les lignes. Jean-Pierre regardait son visage. Il vit le moment où les mots firent leur chemin. Il vit la seconde exacte où son récit de toute une vie d'abandon se brisa contre la vérité. Je ne peux pas les laisser. Elles sont pour Victor. Si je les perds, je n'ai rien à lui laisser que mon nom. Sandrine laissa échapper un son qui était à moitié un hoquet, à moitié un sanglot. Elle couvrit sa bouche d'une main, le livre reposant sur ses genoux. Des larmes commencèrent à déborder de ses cils, traçant des sillons à travers les lignes de fatigue sur ses joues. Il était toujours là, s'étrangla-t-elle, levant les yeux vers Jean-Pierre. Il était dans le feu. Il n'est jamais parti. Nous l'avons trouvé hier, dit Jean-Pierre. Il était dans les fondations de la cabane. Il s'accrochait à une boîte en métal. Il est mort en essayant de protéger ce qu'il y avait à l'intérieur. Sandrine secoua la tête, les larmes tombant plus vite maintenant. Mon père il est mort en pensant que son père ne l'aimait pas. Il est mort en pensant qu'il ne valait pas la peine qu'on reste pour lui. Jean-Pierre quitta la rampe et s'agenouilla devant elle, ignorant la douleur dans sa jambe. Il voulait être à son niveau. Votre grand-père était malade, Sandrine. Il était paranoïaque. Il a fait des erreurs. Mais il aimait votre père plus que sa propre vie. La dernière pensée qu'il a eue, la dernière chose qu'il a écrite, était le nom de votre père. Sandrine ferma le livre et le pressa contre sa poitrine, se balançant légèrement d'avant en arrière. Les sanglots vinrent plus forts maintenant, une libération profonde et gutturale de la douleur qui avait été transmise à travers 2 générations. C'était le son d'une blessure enfin nettoyée. Soudain, un léger gémissement vint du pick-up. Jean-Pierre se retourna. Rex était debout, les pattes sur la fenêtre, les regardant. Le chien sentit la détresse. « Je peux le laisser sortir ?» demanda Jean-Pierre. « Il est bon avec le chagrin. » Sandrine hocha la tête, incapable de parler. Jean-Pierre se dirigea vers le pick-up et ouvrit la portière. Rex sauta, atterrissant lourdement mais fermement. Il se dirigea directement vers le porche, la queue battant lentement, basse et apaisante.
Il monta les marches et s'approcha de Sandrine. La femme baissa les yeux vers le grand animal gris et blanc aux allures de loup. Rex ne sauta pas ni n'aboya. Il s'avança simplement et posa sa lourde tête sur son genou, juste au-dessus du journal. Il laissa échapper un profond soupir, fermant les yeux. Sandrine se figea une seconde, puis tendit lentement la main et enfouit sa main dans l'épaisse fourrure derrière les oreilles de Rex. La chaleur de l'animal sembla l'ancrer. Elle se pencha en avant, posant son front contre la tête du chien, et pleura. Jean-Pierre se tint en retrait, leur laissant de l'espace. Il regarda la scène avec une boule dans la gorge. C'était pour ça qu'ils avaient gravi la montagne. Pas pour les saphirs, pas pour le mystère, mais pour ça. Pour couper le cordon de douleur qui avait attaché cette femme à un faux passé. Après un long moment, Sandrine releva la tête. Elle s'essuya le visage avec sa manche, l'air épuisé mais plus légère, comme si un lourd manteau lui avait été retiré des épaules. « Merci », murmura-t-elle à Jean-Pierre. Jean-Pierre hocha la tête. « Il y a autre chose, Sandrine. » Il se dirigea vers le pick-up et récupéra à nouveau le sac à dos. Il n'avait pas apporté les restes, c'était trop pour une première rencontre. Mais il avait apporté l'autre pochette, celle contenant les pierres brutes qui avaient survécu à l'incendie, dans des sacs séparés, non fusionnés et purs. Il posa la pochette sur la balancelle à côté d'elle. Il a trouvé une veine de saphir, dit Jean-Pierre. C'est ce qu'il protégeait. La plupart d'entre eux font partie de lui maintenant. On pourra en parler plus tard. Mais ceci était en vrac. Sandrine ouvrit la pochette. Elle sortit une pierre brute, lourde et terne à l'extérieur, mais brillant d'un bleu et profond là où la lumière la frappait. Jean-Pierre regarda la maison délabrée, la peinture écaillée, le tricycle renversé. Il voulait laisser un héritage, dit Jean-Pierre. Il voulait acheter une maison à votre grand-mère. Il voulait envoyer Victor à l'université. Il a 50 ans de retard, Sandrine, mais il a tenu sa promesse. Sandrine fixa la pierre dans sa main. Elle regarda sa maison, symbole de sa lutte, puis de nouveau la gemme. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « C'est vrai », affirma Jean-Pierre. « Et c'est à vous. Vous êtes l'héritière. La concession vous appartient. » Sandrine referma sa main autour de la pierre. Elle regarda Jean-Pierre et, pour la première fois, un véritable sourire perça le chagrin sur son visage. Il était petit et fragile, mais il était là. « Mon père me racontait des histoires, dit-elle doucement. Sur comment son père était un héros de guerre. Avant qu'il ne tombe malade. Avant qu'il ne parte. » Jean-Pierre sourit en retour. C'était un héros, Sandrine. Et il est mort comme tel. Sandrine se leva, le journal serré dans une main, la pierre dans l'autre. Elle regarda Rex, qui lui donna un dernier coup de langue avant de retourner aux côtés de Jean-Pierre. « Vous voulez entrer pour un café ?» demanda Sandrine. « Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai du café. Et je veux entendre le reste. Je veux savoir comment vous l'avez trouvé. » Jean-Pierre regarda le soleil qui commençait à descendre bas dans le ciel. Il sentit une légèreté dans sa propre poitrine, un sentiment qu'il n'avait pas reconnu depuis des années. C'était l'absence de solitude. « J'aimerais beaucoup ça, dit Jean-Pierre. Il la suivit dans la maison, Rex marchant doucement derrière lui. La porte se referma, les laissant à l'abri de la ville industrielle grise, dans la chaleur d'un nouveau départ. Le silence du passé avait enfin été rompu. Le bureau de Monsieur Stéphane Garnier était un monde des pics balayés par le vent de la crête des loups noirs ou de la peinture écaillée du porche de Sandrine Leroy. C'était un sanctuaire d'acajou poli, de rideaux de velours et du silence feutré et révérencieux qui accompagne souvent la grande richesse. Situé dans l'arrière-boutique du quartier des Joailliers à Paris, c'était un endroit où la terre brute était transformée en monnaie sonnante et trébuchante. Jean-Pierre Dubois se tenait près de la lourde porte en chêne, détonnant dans ses bottes de travail usées et son jean bleu délavé. Il avait remonté sa vieille veste en cuir marron à mi-hauteur, mais le col de sa chemise de flanelle à carreaux rouges et bleu marine était toujours visible, un contraste saisissant avec les costumes impeccables habituellement vus dans cette pièce. À côté de lui, Rex était assis sur le somptueux tapis persan, l'air mal à l'aise. Le chien changeait constamment de position, ses hanches arthritiques le faisant souffrir après le long trajet. Mais ses yeux ne quittaient jamais l'homme derrière le bureau. Sandrine était assise dans le fauteuil invité en cuir,
serrant son sac à main comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Elle avait l'air terrifiée. Pour elle, cette pièce n'était pas un sanctuaire, c'était un tribunal où son avenir se décidait. Monsieur Garnier était un homme au mouvement précis. Il ajusta ses lunettes et se pencha sur le plateau de velours noir sur son bureau. Devant lui étaient étalés les saphirs bruts que Jean-Pierre avait récupérés du tube à cartes et des pochettes séparées, les pierres qui avaient survécu à l'incendie de 1968 sans être consumées par lui. Garnier prit une grosse pierre non taillée avec une pince à épiler. Il la tint sous la lumière crue de sa loupe de bijoutier, fredonnant doucement. Des saphirs Yogo du Montana, murmura Garnier, sa voix douce et cultivée. Ou du moins des cousins. La teinte bleu bleuée est incomparable. Et la clarté pour des pierres brutes trouvées dans un vide sanitaire, elles sont exceptionnelles. Il reposa la pierre et regarda Sandrine. Vous avez une belle collection ici, Madame Leroy. La saturation des couleurs est de premier ordre. Je devrais les tailler et les polir pour vous donner un chiffre exact, mais même à l'état brut, vous avez là une somme considérable. Assez pour rembourser un prêt immobilier. Assez pour envoyer un enfant à l'université. Peut-être assez pour faire les deux. Sandrine laissa échapper un souffle qu'elle semblait retenir depuis son entrée. Elle couvrit sa bouche de sa main, ses yeux s'emplissant de larmes. C'était le soulagement d'une femme qui se noie et sent enfin le rivage sous ses pieds. C'est vraiment autant ? Murmura-t-elle. Le marché fluctue, dit Garnier avec un mince sourire. Mais oui. Votre grand-père savait ce qu'il cherchait. Ce ne sont pas des cailloux. Ce sont des pierres d'héritage. Jean-Pierre hocha lentement la tête. Il était heureux pour elle. Il voyait la tension quitter ses épaules, les années d'inquiétude fondre. La promesse d'Auguste Lambert à son fils avait enfin été tenue, une génération en retard, mais tenue quand même. Mais il y a autre chose, n'est-ce pas ? Demanda Garnier, ses yeux se déplaçant vers le grand objet enveloppé de toile posé sur le sol entre les bottes de Jean-Pierre. Vous avez mentionné une deuxième trouvaille. Quelque chose de plus grand. Jean-Pierre hésita. Il baissa les yeux vers Rex. Le berger allemand observait Garnier avec une intensité basse et constante. Le poil le long de l'échine du chien était légèrement hérissé. Montrez-lui, dit doucement Sandrine. Il doit voir. Jean-Pierre se pencha, son genou protestant avec une douleur aiguë. Il souleva le lourd paquet. Il le posa sur le bureau, déplaçant le plateau de saphir brut sur le côté. Avec des mouvements lents et délibérés, il dénoua la corde et écarta les lourdes couches de toile. L'odeur de feu ancien et de soufre remplit instantanément la pièce climatisée, dominant l'odeur de cire au citron et de vieux papier. Garnier halta. Il se leva, se penchant sur le bureau, les yeux écarquillés. Là, reposant sur la toile, se trouvait l'amas du cœur. C'était une fusion chaotique, terrible et magnifique d'éléments. L'acier rouillé du casque M1 était déformé et boursouflé. Le fer de la caisse de munitions avait fondu et coulé comme de la cire. Et incrusté au centre, fusionné au métal et à la courbe blanche et délavée des côtes humaines, se trouvait un nœud massif de saphir. Ils étaient plus sombres que les pierres brutes, traitées thermiquement par l'enfer, brillant d'une intense couleur bleu nuit. On aurait dit le cœur d'un golem arraché à la terre. Mon Dieu, murmura Garnier. Il tendit une main, ses doigts tremblant légèrement de convoitise. J'ai entendu des rumeurs sur de telles choses, des formations fusionnées par la chaleur. Mais je n'en ai jamais vu une. Alors que la main de Garnier se dirigeait vers l'amas, un son remplit la pièce. Ce n'était pas un aboiement. C'était un grondement bas et vibrant qui semblait venir du sol lui-même. C'était un avertissement guttural, profond et menaçant. Rex s'était levé. Il se plaça entre Jean-Pierre et le bureau, plaçant son corps devant l'amas. Ses babines étaient légèrement retroussées, révélant des canines jaunies. Ses oreilles étaient plaquées contre son crâne. « Rex, doucement, » dit Jean-Pierre, posant une main apaisante sur le cou du chien. Mais Rex ne recula pas. Il foudroya le géologue du regard, son corps tendu comme un ressort. Pour Rex, ce n'était pas un spécimen géologique. C'était l'homme qu'il avait trouvé dans les bois. C'était le soldat qu'il avait gardé pendant la tempête. Et il n'aimait pas la façon dont cet étranger tendait la main vers lui. Garnier retira sa main instinctivement, regardant le chien avec alarme. « Il est protecteur, » dit Jean-Pierre, la voix dure. Garnier s'éclaircit la gorge, ajustant sa cravate. « Oui, et bien quoi qu'il en soit,
Monsieur Dubois, Madame Leroy, cet objet c'est unique. Les pierres brutes ont de la valeur, certainement. Mais ça c'est une singularité. Il regarda Sandrine, ses yeux brillants d'une lumière différente maintenant. J'ai des clients des collectionneurs privés qui se spécialisent dans le macabre, l'insolite. Ils paieraient une fortune pour une pièce de conversation comme celle-ci. La fusion des gemmes avec le matériau organique ajoute une provenance impossible à reproduire. Matériau organique ? Répéta Jean-Pierre, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. Oui, dit Garnier, agitant la main avec dédain. Les os. Ça ajoute à la tragédie, à l'histoire. Les acheteurs fortunés adorent les histoires. Si vous vendez ceci intact, Madame Leroy, vous n'auriez plus jamais à travailler un seul jour de votre vie. Nous parlons d'une somme 10 fois supérieure à la valeur des pierres brutes. Sandrine fixa la main. Elle regarda les côtes fusionnées au casque. Elle regarda les gemmes qui avaient coûté la vie à son grand-père. 10 fois ? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Au moins, insista Garnier, sentant une affaire se conclure. Mais ce devrait être une vente privée. Pas de musée, pas de questions sur les composants biologiques. Ça disparaîtrait dans un coffre-fort privé, bien sûr. Mais l'argent serait bien réel. La pièce tomba dans le silence, à l'exception du tic-tac d'une horloge de grand-père dans le coin et de la respiration lourde du vieux chien. Sandrine regarda Jean-Pierre. Ses yeux étaient grands, remplis de l'ivresse soudaine d'une richesse inimaginable. Elle regarda ses chaussures usées. Elle regarda la photo de son fils qu'elle gardait dans son médaillon. Jean-Pierre vit la tentation. Il la comprenait. La pauvreté était un lourd fardeau, et Garnier offrait de couper les chaînes instantanément. Mais alors, Jean-Pierre regarda Rex. Le chien montait toujours la garde, son corps un bouclier entre la main et le géologue. Rex savait. Il ne connaissait rien à l'argent ou aux prêts immobiliers. Il ne connaissait que l'honneur. Il savait qu'on ne vend pas un frère. Jean-Pierre posa sa main sur la plaque d'identité dans sa poche. Il sentit les lettres en relief de Lambert, A. Armée de terre. Sandrine, dit Jean-Pierre, sa voix calme mais remplissant la pièce. Regarde-le. Regarde-le vraiment. Sandrine se retourna vers le bureau. Monsieur Garnier voit une pièce de conversation, continua Jean-Pierre. Il voit une pierre avec une histoire. Mais ce n'est pas une pierre. Et ce n'est pas une histoire. Jean-Pierre tendit la main et la posa sur le casque, juste à côté des gemmes fusionnées. Rex cessa de grogner, appuyant sa tête contre la jambe de Jean-Pierre. C'est un homme, dit Jean-Pierre. C'est Auguste. C'est sa cage thoracique. C'est le casque qu'il portait quand il s'est battu pour ce pays. C'est la boîte qu'il a serrée pendant qu'il brûlait vif en essayant de sauver quelque chose pour votre père. Jean-Pierre regarda Garnier, son regard d'acier. Vous voulez le vendre à quelqu'un qui le mettra sur une étagère, qui regardera ses os en buvant du scotch et en se vantant de sa collection ? Sandrine tressaillit. Elle regarda à nouveau l'amas, mais cette fois, le glamour des gemmes s'estompa. Elle vit l'os blanc. Elle vit la tragédie. Elle vit son grand-père, terrifié et seul, tenant bon jusqu'à la fin. Ce n'est pas un spécimen, murmura Sandrine. Non, dit Jean-Pierre. C'est votre grand-père. Garnier sentit l'affaire lui échapper. Madame Leroy, s'il vous plaît, soyez pratique. Nous parlons d'une somme qui change une vie. L'homme est mort. Il ne sait pas où reposent ses restes. Mais les vivants, vous avez un fils, n'est-ce pas ? Sandrine se leva. Elle tremblait, mais cette fois, ce n'était pas de peur. Mon fils, dit-elle, sa voix gagnant en force, saura que son arrière-grand-père était un héros. Il saura qu'on ne vend pas notre famille en pièces détachées. Elle tendit la main et referma le rabat de toile sur l'amas, cachant le feu bleu et l'os blanc des yeux avides de Garnier. Nous vendrons les pierres brutes, dit fermement Sandrine. C'était le cadeau qu'il nous destinait. Mais ceci reste avec lui. Garnier parut stupéfait. Vous renoncez à des millions. Je repars avec mon âme, dit Sandrine. Elle regarda Jean-Pierre et hocha la tête. Jean-Pierre sentit une vague de fierté si forte qu'elle faillit le mettre à genoux. Il s'avança et renoua la corde autour du paquet de toile. Nous avons terminé ici, dit Jean-Pierre. Il souleva l'amas du cœur dans ses bras.
Rex éternua, un éternuement sec et satisfait, et se retourna, la queue battant une fois. Le chien trottina jusqu'à la porte, impatient de quitter le luxe suffocant du bureau. Jean-Pierre et Sandrine sortirent dans le couloir, laissant un monsieur Garnier perplexe derrière eux. Lorsqu'ils atteignirent la rue, l'air sentait les gaz d'échappement et la pluie de la ville, mais pour Jean-Pierre, il sentait la liberté. Il plaça doucement le paquet sur le siège arrière du pick-up, à côté de l'endroit où Rex était assis. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit Jean-Pierre, posant sa main sur l'épaule de Sandrine. « Je sais, » répondit Sandrine, essuyant une nouvelle larme de sa joue. « J'ai pensé une seconde, j'ai pensé à l'argent. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne ? » « Non, » dit Jean-Pierre en lui ouvrant la portière du pick-up. « Ça fait de vous une humaine. Mais ce que vous avez décidé, ça fait de vous une Lambert. » Sandrine sourit, une expression triste mais sincère. « Ramenons-le à la maison, Jean-Pierre. Ramenons-le là où il doit être. » Jean-Pierre monta au volant. Il regarda Rex dans le rétroviseur. Le vieux chien reposait son menton sur le paquet de toile, le gardant. Le grognement avait disparu. À sa place, il y avait un regard de paix absolue. Les pierres brutes construiraient un avenir pour Sandrine et Léo, mais l'amas du cœur resterait un secret sacré, enterré là où aucun collectionneur ne pourrait jamais le toucher. Jean-Pierre démarra le moteur. La ville était bruyante et bondée, mais le chemin à suivre était clair. Ils avaient une dernière mission à accomplir. Le matin des funérailles se leva, frais et clair, le ciel d'un bleu perçant qui semblait s'étirer à l'infini. La tempête qui avait ravagé la vallée une semaine plus tôt n'était plus qu'un souvenir, laissant derrière elle un air qui sentait la terre humide et les nouveaux départs. Jean-Pierre Dubois se tenait devant le miroir de sa petite chambre. Il ajusta le col de sa chemise de flanelle à carreaux rouges et bleu marine, s'assurant qu'il était bien placé sous sa vieille veste en cuir marron. Il remonta la fermeture éclair de la veste à mi-hauteur, une armure familière contre le froid du vent. Il regarda son reflet. Le gris dans sa barbe semblait moins lasse aujourd'hui, et les rides autour de ses yeux avaient une douceur qui était absente depuis des années. Il ne s'habillait pas pour une randonnée ou une journée de solitude. Il s'habillait pour le devoir. En bas, dans la cuisine, Rex faisait les 100 pas. Le berger allemand sentait la gravité de la journée. Il avait été brossé jusqu'à ce que son pelage gris-loup et blanc brille comme de l'argent. Il portait son vieux collier de service, le cuir usé mais poli, un symbole de son propre temps sous l'uniforme. Jean-Pierre descendit. Il s'agenouilla, ignorant la protestation de sa vieille blessure, et regarda le chien dans les yeux. « Aujourd'hui est important, soldat, » dit doucement Jean-Pierre. « On le ramène à la maison. » Rex laissa échapper un léger souffle de confirmation et lécha la main de Jean-Pierre. Ils se rendirent au cimetière du village en silence. C'était un petit terrain paisible sur une colline surplombant la vallée, peuplé par des générations de familles qui avaient vécu et étaient mortes à l'ombre des montagnes. Une tombe fraîche avait été creusée dans le carré des anciens combattants, sous les branches protectrices d'un chêne ancien. Un petit groupe s'était déjà rassemblé. Sandrine Leroy se tenait près du corbillard ouvert, tenant la main d'un petit garçon. Son fils, Léo, regardait autour de lui avec de grands yeux solennels, vêtu d'un costume miniature légèrement trop grand pour lui. Il y avait d'autres personnes aussi. François Morel, le forgeron, se tenait chapeau à la main. Quelques hommes plus âgés de la section locale des anciens combattants, portant leur calot, étaient venus rendre hommage à un frère qu'ils n'avaient jamais connu mais refusaient d'oublier. Et il y avait le père Antoine, un homme grand au visage doux, tenant une Bible qui semblait aussi usée que les montagnes. Jean-Pierre gara le pick-up et sortit, Rex restant près de sa jambe dans une position de talon parfaite. Ils se dirigèrent vers le corbillard où reposait un simple cercueil en bois. Il n'était pas orné, mais il était digne, fabriqué en pain poli. Sandrine vit Jean-Pierre et offrit un faible sourire reconnaissant. Elle avait l'air fatiguée, mais l'amertume qui avait défini son visage quelques jours auparavant avait disparu, remplacée par un chagrin tranquille. « C'est l'heure » demanda-t-elle. « C'est l'heure » répondit Jean-Pierre. Avant que les porteurs ne déplacent le cercueil vers la tombe, Jean-Pierre fit un signe de tête au directeur des pompes funèbres, un accord silencieux conclu au préalable. Le directeur recula, leur laissant un moment d'intimité. Jean-Pierre retourna à son pick-up et récupéra le lourd paquet enveloppé de toile. Il le ramena au corbillard. Sandrine souleva le couvercle du cercueil. À l'intérieur, les restes squelettiques d'Auguste Lambert avaient été disposés avec soin, recouverts d'un drap blanc.
Jean-Pierre s'avança. Il ne regarda pas les os avec horreur, il les regarda avec révérence. Il déballa doucement la toile, révélant l'amas du cœur. La lumière du soleil frappa les saphirs et, un instant, l'intérieur du corbillard fut illuminé par un feu bleu profond et brillant. Les gemmes scintillaient avec une intensité presque aveuglante, fusionnées pour toujours au casque en acier rouillé et aux côtes blanches et délavées. C'était une fortune en pierre brute, assez de richesse pour acheter tout le village, mais à cet instant, ce n'était qu'une partie de l'homme qui était mort en la protégeant. « Tu as tenu ta promesse, Auguste » murmura Jean-Pierre. Il se pencha et plaça doucement la main du cœur sur le drap blanc, le reposant là où le cœur d'Auguste aurait été. C'était un lourd poids, un fardeau d'amour et de tragédie, retournant à l'obscurité avec son propriétaire. Sandrine tendit la main et toucha l'acier froid du casque. Elle plaça une seule rose blanche parfaite sur le dessus des saphirs. « Repose en paix, grand-père, dit-elle, la voix brisée. Tu n'as plus besoin de tenir bon. » Ils abaissèrent le couvercle. Le loquet se referma avec un son de finalité. La richesse, l'obsession, la tragédie, tout était scellé, ne laissant que l'honneur du soldat. Le service commença. 6 hommes, dont Jean-Pierre et François Morel, portèrent le cercueil jusqu'à la tombe. Le drapeau tricolore était drapé sur le bois, le rouge, le blanc et le bleu vibrant contrastant avec le vert de l'herbe. Le père Antoine parla de service et de sacrifice. Il parla des saisons de la vie, du temps de semer et du temps de récolter. Il ne parla pas de fugitifs ni de dettes. Il parla d'un homme qui avait servi son pays pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait affronté les feux de la bataille et les feux de la vie, et qui avait enfin trouvé le repos. Rex resta assis à côté de Jean-Pierre pendant tout l'éloge funèbre. Le chien était immobile, la tête haute, ses yeux balayant l'horizon comme s'il montait la garde une dernière fois. Il comprenait le rituel. Il l'avait déjà vu, dans des champs poussiéreux loin de chez lui. Il savait que c'était le moment où la meute disait au revoir. Alors que le prêtre terminait, un silence tomba sur le cimetière. Le vent bruissait dans les feuilles du chêne, un son doux et chuchotant comme un millier de voix tranquilles. 2 soldats en uniforme de l'armée de terre, envoyés par le bureau du district après que Jean-Pierre eut passé quelques appels, s'avancèrent. Ils commencèrent le rituel solennel du pliage du drapeau. Leur mouvement était précis, net et silencieux. Ils plièrent le champ bleu étoilé sur les bandes, rentrant les bords fermement, créant un triangle de tissu parfait. L'un des soldats s'approcha de Sandrine. Il s'agenouilla et lui présenta le drapeau plié. Au nom du président de la République, de l'armée de terre et d'une nation reconnaissante, veuillez accepter ce drapeau comme symbole de notre reconnaissance pour le service honorable et fidèle de votre bien-aimé. Sandrine prit le drapeau avec des mains tremblantes. Elle le pressa contre sa poitrine, fermant les yeux alors que les larmes coulaient enfin librement. À côté d'elle, le petit Léo tendit la main et toucha le tissu, les yeux pleins d'émerveillement. Puis le clairon sortit de derrière le chêne. Il leva l'instrument à ses lèvres. Les premières notes funèbres de la sonnerie aux morts flottèrent à travers la vallée. Aux morts, la mélodie envoûtante flotta dans l'air froid, un chant que chaque soldat connaît dans ses os. C'était le chant de la faim, le chant de la couchette vide, le chant du long sommeil. Jean-Pierre se tenait au garde à vous. Il ne salua pas, car il n'était pas en uniforme, mais il plaça sa main sur son cœur, se tenant aussi droit que son dos endolori le lui permettait. Il sentit les larmes lui piquer les yeux, chaudes et rapides. Il disait au revoir à Auguste, mais il disait aussi au revoir à la partie de lui-même qui s'était cachée dans les bois. Il enterrait sa propre isolement avec le soldat des collines. Soudain, un son s'éleva pour rejoindre le clairon. C'était Rex. Le vieux berger allemand pencha la tête en arrière. Il n'aboya pas de colère ou d'avertissement. Il laissa échapper un son long, profond et funèbre qui montait et descendait avec la musique. C'était un cri d'adieu, un chant primal de deuil et d'honneur qui résonnait sur les pierres tombales. C'était le son le plus déchirant que Jean-Pierre ait jamais entendu. Rex mit toute son âme dans ce cri, chantant pour le soldat dans la boîte, chantant pour la guerre qui ne se termine jamais vraiment, chantant pour les frères perdus et les frères retrouvés. Le clairon tint la dernière note aiguë, la laissant s'évanouir dans le silence des montagnes. Le cri de Rex s'évanouit avec elle, tombant en un léger gémissement avant qu'il ne baisse la tête, pressant son nez contre la jambe de Jean-Pierre. Mort pour la France. Le silence qui suivit était lourd, mais il n'était pas vide. Il était rempli de paix. Jean-Pierre se pencha et posa sa main sur la tête de Rex.
Le chien tremblait légèrement, l'émotion du moment passé. Bon chien, murmura Jean-Pierre. Tu as bien fait. Les soldats saluèrent la tombe et s'éloignèrent. La petite foule commença à se disperser, parlant à voix basse et respectueuse. Sandrine s'approcha de Jean-Pierre. Elle serrait le drapeau dans un bras et tenait son fils de l'autre. Merci, dit-elle. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous venez de le faire, dit Jean-Pierre en hochant la tête vers le drapeau. Vous l'avez ramené à la maison. Sandrine regarda la terre fraîche recouvrant la tombe. Il n'est plus seul. Non, acquiesça Jean-Pierre. Il ne l'a jamais été. Sandrine hésita, puis regarda Jean-Pierre avec un sourire timide. Léo veut savoir s'il peut caresser le chien héros. Jean-Pierre sourit, l'expression plissant les coins de ses yeux. Il baissa les yeux vers la main de son fils, qui agrippait son pantalon. Vas-y, mon grand, dit doucement Jean-Pierre. Il est en repos maintenant. Léo tendit une main hésitante. Rex baissa la tête, sa queue donnant un lent et doux battement, et lécha les doigts du garçon. Léo gloussa, le son clair et pur dans l'air du cimetière. Alors que Jean-Pierre regardait le garçon et le chien, il sentit un changement dans le monde. Le poids qui pesait sur sa poitrine depuis 5 ans avait disparu. L'obscurité des bois, le silence de sa maison, la peur d'être oublié, tout cela semblait lointain maintenant. Il regarda une dernière fois la tombe d'Auguste Lambert. Honneur et fidélité, soldat, murmura Jean-Pierre. Il se tourna vers Sandrine. Si vous n'êtes pas pressé de rentrer, dit Jean-Pierre, sentant une soudaine vague de courage, il y a un bistrot au village qui fait une tarte aux cerises presque aussi bonne que celle que ma femme faisait. J'aimerais vous offrir une part, avouez à Léo. Le sourire de Sandrine s'élargit. Nous adorerions ça, Jean-Pierre. Jean-Pierre Dubois remonta la fermeture éclair de sa veste en cuir marron contre la brise. Il fit signe à Rex, qui se mit au pas à côté de lui, sa démarche un peu plus légère, un peu moins raide. Ils s'éloignèrent de la tombe, s'éloignèrent du passé, et se dirigèrent vers le pick-up qui les ramènerait au pays des vivants. L'hiver n'avait pas lâché son emprise sur la vallée des loups noirs facilement, mais quand il céda enfin, ce fut avec une explosion de vie triomphante. Les lourds nuages gris qui avaient étouffé les montagnes pendant des mois se dissolvirent en volutes de coton blanc, dérivant paresseusement à travers un ciel d'un bleu brillant et délavé. La neige se retira sur les pentes de la crête, remplacée par un tapis vibrant de fleurs sauvages, lupins violets, racines de baume jaune, et les délicates étoiles blanches des trilles poussant à travers la terre humide. Jean-Pierre Dubois était assis sur la marche inférieure de son Porsche, une tasse de café posée sur la planche de bois à côté de lui. L'air était doux, portant l'odeur sucrée de la sève de pin et de la boue qui dégelait. Il avait abandonné la lourde veste en cuir qui avait été son armure pendant le long hiver. Aujourd'hui, il portait sa chemise de flanelle à carreaux rouges et bleu marine signature, déboutonnée et ample sur un t-shirt gris doux. Son jean bleu délavé était rentré dans ses solides bottes de travail, qui étaient actuellement croisées aux chevilles dans une posture de détente rare. Il prit une gorgée de café, laissant la chaleur se répandre dans sa poitrine. Il regarda la cour. Les piles de bois de chauffage étaient soigneusement rangées. La clôture qu'il avait l'intention de réparer depuis 3 ans était enfin réparée, les nouvelles lattes brillant d'un bois pâle contre le bois plus ancien et patiné. Mais le changement le plus significatif n'était pas dans le paysage ou les corvées. Il était couché dans la parcelle de soleil au milieu de l'allée. Rex dormait. Le berger allemand était couché sur le côté, les pattes étalées dans un abandon complet, le ventre exposé au soleil réchauffant. Sa respiration était profonde et rythmée, sa cage thoracique se soulevant et s'abaissant dans une cadence lente et paisible. De temps en temps, ses pattes tressautaient, chassant peut-être un lapin dans un rêve, mais il n'y avait aucune tension dans son corps. La posture rigide, vigilante et alerte qu'il avait définie depuis la tempête avait disparu. Rex ne cherchait plus. Il ne gardait plus un fantôme. Il était simplement un chien profitant du soleil printanier. Jean-Pierre le regardait avec un sourire qui plissait les coins de ses yeux. Le vétérinaire avait examiné Rex la semaine dernière et avait confirmé que, bien que l'arthrite soit toujours là, le cœur du chien était fort. Le stress qui avait tourmenté l'animal semblait s'être évaporé au moment où la terre s'était refermée sur le cercueil d'Auguste Lambert. Un jet bleu se posa sur la rampe, lançant un appel strident. Rex ouvrit un œil, regarda l'oiseau avec un désintérêt modéré, et se rendormit. Jean-Pierre gloussa doucement. « Tu l'as bien mérité, mon grand, dit-il.
Il plongea la main dans la poche de sa chemise et sortit une lettre qui était arrivée hier. L'enveloppe était de couleur crème, l'écriture soignée et en boucle. C'était de Sandrine. Jean-Pierre déplia le papier, le lissant sur son genou. « Cher Jean-Pierre, j'espère que le printemps a trouvé son chemin jusqu'à la montagne. Ici, à Chênevert, tout est en fleurs. Je voulais vous envoyer la photo incluse avec cette lettre. C'est la maison. Elle a un grand jardin pour Léo, comme nous en avions parlé. Ce n'est pas un manoir, mais c'est à nous. Pour la première fois de ma vie, je ne m'inquiète pas du loyer du mois prochain. Je me réveille le matin et je peux respirer. Nous avons finalisé les papiers pour la donation hier. L'avocat a dit que c'est l'un des plus grands dons que le refuge pour animaux local ait jamais reçu. Il l'appelle le Fonds canin Auguste Lambert. Il paiera les soins médicaux des chiens de service et des chiens policiers à la retraite dans le département. Je pense que grand-père aurait aimé ça. Il aimait ses pierres, mais je pense qu'il aurait aimé savoir que son héritage est des soldats comme Rex. Léo demande de vos nouvelles et de celles du chien héros tous les jours. Vous avez une invitation permanente pour le dîner du dimanche. S'il vous plaît, ne soyez pas un étranger. Avec toute notre affection, Sandrine et Léo. Jean-Pierre regarda la photographie jointe à la lettre. Elle montrait une modeste maison jaune avec un porche blanc. Devant se tenaient Sandrine et Léo. Sandrine avait l'air plus jeune, les rides de stress effacées de son visage. Léo tenait un camion jouet, souriant à l'appareil photo. Jean-Pierre sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait aidé à construire ça. Lui, Rex et le fantôme d'un homme mort il y a 50 ans avaient construit un avenir pour un garçon qui ne connaîtrait jamais la faim ou la peur. L'histoire d'Auguste Lambert avait une fin heureuse. Mais alors que Jean-Pierre repliait la lettre et la remettait dans sa poche, le silence de la maison derrière lui parut soudain et lourd. Il regarda la chaise vide de l'autre côté du porche. Il regarda la ligne téléphonique qui courait du poteau à la maison. Pendant 5 ans, Jean-Pierre s'était dit qu'il se contentait de sa solitude. Il s'était dit qu'il protégeait son cœur et protégeait sa fille, Chloé, en restant à l'écart. Il s'était convaincu que son chagrin était une maladie contagieuse qui infecterait quiconque il approcherait. Mais Auguste Lambert avait pensé la même chose. Auguste avait repoussé sa famille pour les protéger de sa paranoïa et de ses ennemis. Et ce faisant, il était mort seul, laissant un héritage de douleur qui avait mis un demi-siècle à guérir. Jean-Pierre baissa les yeux sur ses mains. C'étaient des mains fortes, capables de réparer des clôtures et de creuser des tombes. Mais elles étaient vides. Il n'était pas Auguste. Il était toujours là. Il avait encore du temps. Il se leva. Le mouvement dérangea Rex, qui leva la tête et laissa échapper un léger bâillement, la queue frappant une fois contre le gravier. « Je dois passer un appel, Rex, » dit Jean-Pierre, sa voix sonnant fort dans le calme matinal. Il entra dans la maison. L'air était frais et sentait la fumée de bois. Il se dirigea vers la petite table dans le couloir où se trouvait le téléphone fixe. C'était une relique noire et poussiéreuse, reposant silencieusement sur un apron en dentelle que sa femme avait tricoté des années auparavant. Jean-Pierre le fixa. Il semblait plus lourd que l'amas du cœur. Il semblait plus lourd que le sac à dos plein de pierres. La peur le saisit. Et si elle ne répondait pas? Et si elle avait changé de numéro? Et si elle répondait, mais lui disait qu'il était trop tard? 5 ans, c'était une éternité. Il avait manqué des anniversaires, des vacances, peut-être même des petits-enfants. Il n'avait aucun droit de débarquer à nouveau dans sa vie juste parce que la neige avait fondu. Il ne s'est pas enfui, avait dit Jean-Pierre à Sandrine à propos de son grand-père. Il est mort à son poste. Jean-Pierre prit une profonde inspiration. Il était un fusilier marin. Il avait affronté le feu ennemi. Il était entré dans une forêt en feu pour trouver un mort. Il pouvait passer un appel téléphonique. Il souleva le combiné. La tonalité bourdonna à son oreille, un son régulier et invitant. Il composa le numéro. Il le connaissait par cœur. Il l'avait récité dans sa tête 1000 fois au cours des 5 dernières années, généralement tard dans la nuit, quand le silence était trop assourdissant. Une sonnerie. Le cœur de Jean-Pierre battait la chamade contre ses côtes. 2 sonneries. Il faillit raccrocher. Il faillit claquer le téléphone et retourner à la sécurité de son isolement. 3 sonneries. Allô? La voix était claire, familière et d'une douceur déchirante.
C'était la voix de la femme qui ressemblait tant à sa mère. Jean-Pierre ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Sa gorge était serrée, étranglée par un barrage d'émotions qui menaçait de céder. « Allô ? Il y a quelqu'un ? » demanda Chloé, son ton passant à une légère irritation. Jean-Pierre ferma les yeux. Il serra le téléphone plus fort. « Salut, ma chérie » croassa-t-il, sa voix rauque et brisée. « C'est papa. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Un long silence rempli de statique qui s'étira pendant une éternité. Jean-Pierre retint son souffle, attendant le clic de la déconnexion, attendant la colère. « Papa » murmura Chloé, sa voix fêlée. C'était un son d'incrédulité, de choc, et en dessous de tout cela, un espoir fragile et timide. « Oui, ma puce. C'est moi. »« Oh, mon Dieu, papa » dit Chloé, et il pouvait entendre les larmes dans sa voix. « Tu vas bien ? Est-ce que tout va bien ?» Jean-Pierre regarda par la fenêtre. Il vit l'herbe verte, les fleurs sauvages en fleurs, et son vieux chien dormant paisiblement au soleil. « Je vais bien, Chloé, » dit Jean-Pierre, et pour la première fois en 5 ans, il le pensait. « Je vais bien. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à appeler. »« Ça n'a pas d'importance, » dit-elle rapidement, se précipitant. « Tu as appelé. Tu es là. Où es-tu ? » « Je suis à la maison, » dit Jean-Pierre. L'hiver est terminé. La neige a disparu. Il fit une pause, essuyant une larme de sa joue avec le dos de sa main. « Je me demandais, je sais que ça fait longtemps, mais si tu n'es pas occupé ce week-end, je pensais que peut-être je pourrais venir, ou tu pourrais venir ici. Rex adorerait te voir. »« Rex est toujours avec toi ? » demanda-t-elle, un rire bouillonnant à travers ses larmes. « Oui, » dit Jean-Pierre, regardant le museau gris à travers la fenêtre. « Il est toujours là. Nous sommes tous les deux toujours là. Mais on a fini de se cacher, Chloé. On est prêt à descendre de la montagne. »« J'adorerais ça, papa, » dit Chloé. « J'adorerais ça, tellement. » Ils parlèrent pendant 1 heure. Ils parlèrent de tout et de rien. Jean-Pierre écouta sa description de son nouveau travail, de son jardin, de sa vie. Il s'imprégna de chaque mot, remplissant les espaces vides de son âme avec le son de sa voix. Quand il raccrocha enfin, la maison ne semblait plus vide. Elle ressemblait à un foyer attendant des invités. Jean-Pierre retourna sur le porche. Rex était réveillé maintenant, assis et le regardant avec des yeux vifs et clairs. Le chien sentit le changement d'atmosphère. La lourdeur avait disparu. Jean-Pierre s'assit sur la marche et passa un bras autour du cou du chien, enfouissant son visage dans l'épaisse fourrure. « Elle vient nous rendre visite, Rex, » murmura Jean-Pierre. « On va redevenir une famille. » Rex se pencha contre lui, laissant échapper un soupir de contentement. Le chien regarda la vallée, la route qui s'éloignait de la maison et menait au monde. Le chemin était dégagé. Les fantômes étaient en paix. Et les 2 vieux soldats sur le porche avaient enfin trouvé leur paix. Jean-Pierre Dubois leva les yeux vers le ciel bleu, prit une profonde inspiration de l'air frais du printemps, et sourit. « Bienvenue à la maison » se dit-il. « Bienvenue à la maison. » Parfois, les fardeaux les plus lourds que nous portons sont ceux que nous essayons de supporter seuls. Jean-Pierre et Rex nous ont montré que la vraie force ne consiste pas à cacher notre douleur, mais à faire suffisamment confiance à quelqu'un pour nous aider à la ramener à la maison. Nous espérons que cette histoire vous a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour passer ce premier appel ou pour trouver votre propre paix. Si ce voyage a touché votre cœur, veuillez laisser un j'aime et le partager avec un ami qui pourrait avoir besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Nous vous invitons à rejoindre notre famille en vous abonnant pour plus d'histoires de loyauté et de courage. Un autre conte vous attend sur l'écran dès maintenant, alors veuillez cliquer pour continuer le voyage avec nous.